l'équipe d'Isulia qui organise ce format à peu près tous les mois, si je ne me trompe pas, sur plusieurs thématiques, l'écologie, l'information, qu'est-ce qu'il y a d'autre, la culture, évidemment, en amont de leur festival qui aura lieu du 6 au 9 novembre à la base sous-marine à Bordeaux. Et à cette occasion, on est ravis d'accueillir aujourd'hui Mehdi Maizi. Donc merci d'être venu. Avec plaisir, merci beaucoup. Donc figure incontournable parmi celles qui racontent le rap en France depuis plus de 15 ans. Alors, ce talk va s'articuler un peu différemment que ceux qui sont passés avec Isulia. C'est-à-dire que vous aurez un temps de questions à la fin de ce format, donc pendant 30 minutes, où vous pourrez poser toutes vos questions à Mehdi. Mais en même temps, pendant notre échange, vous pourrez aussi participer à des questions, donc, pour celles et ceux qui veulent participer, pour pouvoir échanger avec nous en général. Et pour celles qui n'ont pas pu être là ou celles qui n'étaient pas à l'aise à l'oral pour poser leurs questions, on a mis en place une boîte à questions sur Instagram où on a sélectionné quelques questions pertinentes pour le débat. Donc, avant tout, on va commencer par une petite introduction. Ok. À moins que tu veuilles te présenter par toi-même. Ou... Moi, je suis là, je suis les règles. Okay. Je fais ce que tu veux que je fasse. Ça va. Bon, j'ai préparé un petit truc pour te présenter. Bien, voilà. Donc, Mehdi, tu commences en 2008 à l'Abécédaire du son, à une époque où on écrit le rap, où écrire le rap est relevé encore du travail de passionné. Tu passes ensuite par plusieurs formats, radio, livres, podcasts, vidéos, toujours avec cette volonté de rendre accessibles les débats, les analyses, sans jamais sacrifier le fond. On pense évidemment à No Fun, la sauce chez OKLM, Rap Jeu, Le Code et plus récemment Le Code Review en format table ronde avec Raphaël Dacruz et Sandra Gomez, qui est passé à Isulia l'année dernière pour un talk aussi. Des formats différents, mais toujours une même ligne de conduite, celle d'un médiateur entre les artistes, les publics et les médias. Tu as aussi accompagné de l'intérieur des plateformes comme Deezer à la fin des années 2010, et maintenant en tant que Head of Hip Hop, mon anglais est un peu terrible, chez Apple Music. Moi aussi, t'inquiète. Bon, ça va. Chez Apple Music depuis 2020, où tu contribues à structurer leur offre rap en éditorialisant des contenus et en mettant en lumière de nouvelles voix. Et aujourd'hui, tu es là aussi parce que tu viens de sortir ton nouveau livre, le rap a gagné à quel prix, où tu fais l'état des lieux d'un rap qui n'a cessé de se réinventer pour arriver à son statut actuel, mais où tu questionnes aussi les conséquences de cette popularité sur l'essence même du genre, face à différents regards, notamment celui de l'industrie, du public et des postures des artistes en général. Et du coup, j'ai ma première question. Est-ce que dans les grandes lignes, tu peux nous expliquer le titre de ton livre ? Je peux le faire. Ok. Déjà, merci beaucoup à toutes les personnes d'être venues en nombre, ça fait plaisir. Même si je sais que vous êtes venus passer gratuit, mais ça fait quand même plaisir. Merci beaucoup, vraiment. Merci pour l'introduction aussi et pour l'invitation. Et ouais, en fait, le titre, en vrai, c'est juste un titre putaclic. Hein. C'est mon expérience de youtubeur, ça. Mais en vrai, le titre, je pense qu'il m'est venu après un épisode du Code Review, justement, que tu as cité. On avait reçu Fif Tobossi, donc un des cofondateurs de Bouscapé, pour son documentaire. Il a fait un documentaire qui est sorti l'année dernière, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est assez cool, justement, où il met en parallèle deux âges d'or, enfin les deux âges d'or du rap français, dont on parle souvent, du rap francophone même, c'est-à-dire qu'à la fin des années 90 et on va dire à la fin des années 2010, enfin de 2015 à 2020, quoi. Et il comparait un peu ces deux âges d'or-là, et dans la discussion, lui en tout cas avait l'air, enfin je ne veux pas parler en son nom et je ne veux pas trahir ses propos, mais d'avoir un peu une forme de, pas de nostalgie, mais de dire ok, on avance et c'est cool, mais est-ce qu'on n'a pas, enfin en tout cas le sens de notre discussion pendant cette émission-là, c'était finalement est-ce qu'on n'a pas perdu des choses en gagnant finalement, en devenant la musique numéro 1. Et donc cette espèce de, je crois d'ailleurs que le titre de l'épisode c'était le rap à... Enfin, je sais plus en gros. Mais bon, je crois que si on le reprend sur YouTube, il y avait déjà un peu, ça préfigure un peu le titre de ce livre-là. Et du coup, ça m'a un peu travaillé, ce truc-là, de se dire... parce que moi, je pense que j'ai eu la chance, tu l'as dit, je parle de rap depuis 2008, mais en vrai, c'est devenu mon travail vraiment en 2014. Et ça coïncide un peu avec le moment où le rap, il y a une forme de
nouvel élan artistique, mais aussi de nouvelles âges d'or commerciales. On va dire avec le streaming, etc. Je pense qu'on en reparlera sûrement. Et du coup, moi, je me suis vraiment inscrit, enfin moi et d'autres, mais bon, là, tu parles de moi, donc je me permets de parler de moi. Mais du coup, je me suis un peu inscrit dans cette période-là, un peu cette période où tout marche, quoi, tu vois. Et tu parlais de Deezer, je suis arrivé chez Deezer le 1er janvier 2017, et c'est vraiment le moment où le streaming, ça commence à être en vigueur, quoi, et où on commence à comptabiliser les streams dans les ventes. Et je me rappelle vraiment d'être chez Deezer, et toutes les semaines, je vois des disques d'or qui tombent. Et donc, c'est un peu ce moment-là, et du coup, des médias généralistes qui m'appellent pour me dire bon, le rap, c'est la musique numéro 1, on comprend pas, expliquez-nous PNL, expliquez-nous Jul. Enfin, il y a un peu ce truc-là où, comme si avant le rap n'existait pas, alors que nous, on écoutait du rap en 2012, en 2009, en 2008, mais juste ça marchait moins commercialement. Et il y a eu ce moment-là, en fait, où le streaming a permis à toutes ces auditrices et auditeurs, en fait, d'exister commercialement. Et du coup, ça a directement, t'es passé d'une musique qui avait l'air morte à la musique numéro 1 du pays. Et donc, on a beaucoup célébré. On a beaucoup dit ouais, c'est trop bien. Moi le premier, hein, franchement, moi le premier à dire c'est génial, etc. Donc ça a créé des emplois, ça a créé, enfin tu vois, il y a plein d'artistes qui peuvent vivre de leur musique avant, des choses qui auraient été complètement incapables il y a 15-20 ans. Mais effectivement, du coup là on arrive à un moment un peu particulier. Et le sens du titre, c'est pas dire que c'est pas bien ce qui est en train de se passer, c'est pas dire que c'était mieux avant, pas du tout. C'est juste de se poser la question de est-ce qu'on n'arrive pas au bout d'un cycle. Et souvent c'est ça dans les genres musicaux, tu as des cycles, tu as des moments en fait où ça va pas, ça va moins bien, des moments où ça va très bien. Tu peux un peu retracer, je pense, tous les genres musicaux, tu peux les tracer comme ça selon des périodes. Et là, j'ai un peu le sentiment qu'on arrive au bout d'un cycle, un peu comme le rap français est arrivé au bout d'un cycle à la fin des années 90, c'est que le début de la décennie 2000 a été un peu compliqué commercialement. Donc voilà, c'est un peu ça le sens du titre, c'est de se poser la question sur... ok, c'est génial, il y a plein de choses qui se sont passées, des choses dont je parle dans le livre, des choses mortelles, mais voilà. Est-ce qu'en gagnant, on n'a pas perdu 2-3 trucs au passage, quoi? Mais justement, moi j'avais une petite question aussi. Est-ce qu'on peut vraiment parler de victoire quand une culture née en marge finit par adopter des codes des industries qu'elle critiquait en fait En fait, tout dépend, encore une fois, tout dépend de ce qu'on veut et ce qu'on cherche, parce que cette victoire-là, on l'a voulu, en tout cas peut-être pas tout le monde, hein. Je pense qu'il y a des gens qui étaient en mode non, on veut pas que le rap ça devienne pop, évidemment, mais on était nombreux dans la musique rap à se dire c'est trop bien que maintenant les artistes ils remplissent des Bercy, c'est trop bien qu'ils remplissent des Stades de France, qu'ils remplissent des U Arena, c'est trop bien qu'ils aient des victoires de la musique. Mais quand tu en arrives là, tu peux pas être une musique underground et en même temps parler à la France entière, c'est juste impossible. Donc forcément tout dépend de ce que tu cherches, et on a le rap, en tout cas quand je dis on, le rap globalement a cherché ça, tu vois. Je pense qu'on a vraiment eu un moment, 2014-2015, où le rap a voulu être beaucoup plus fédérateur, où le rap a fait de la musique beaucoup plus même dansante, où le rap a voulu s'exporter. Donc forcément, quand tu prends cette tangente-là, et encore une fois, c'est même pas une critique, moi j'ai adoré quand MHD est arrivé, que l'afro-trap s'est arrivé, j'ai adoré toute cette période-là. Mais fatalement, tu donnes un autre écrin au rap. Et effectivement, cette musique-là, c'est plus une musique de marge quand elle cherche à parler à tout le monde. Et en même temps, il y a plein de gens qui sont là depuis bien plus longtemps que moi dans le rap qui disent mais on a voulu ça aussi, on a voulu que le rap soit partout, on a voulu que le rap soit respecté, on a voulu que le rap puisse être écouté par tout le monde et qu'il sorte aussi de sa marge. Mais quand tu sors de ta marge, forcément, t'es moins une musique contestataire. Et en même temps, est-ce que le rap il a vocation à être uniquement contestataire? Je sais pas. Est-ce que le rap il veut pas être uniquement festif? Est-ce que c'est pas être en demander trop aux artistes rap de leur dire vous devez tout le temps des noms? Donc c'est plein de paradoxes en fait tout ça, mais ce qui est sûr c'est que oui, le rap aujourd'hui à bien des égards se comporte comme une musique pop. Et quand je dis pop, je parle pas de populaire, je parle de pop, avec tout ce que ça implique. Et donc ouais, ça pose des questions forcément. Oui, ça marque aussi des clivages entre les artistes, la vision de la musique en général, quoi. Complètement, ouais, complètement. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre maintenant? Parce que je sais pas, t'as eu envie de faire un point Ouais, en fait, alors à la base, ça vient surtout de l'éditeur, enfin de l'éditrice en l'occurrence, une femme qui s'appelle Stella, qui m'a beaucoup couru après pour que j'écrive un livre, un autre livre, j'en avais écrit un il y a 10 ans, mais qui n'avait rien à voir. Et moi, je me sentais pas trop, en fait, je pense qu'en vrai, depuis 2015, enfin pas depuis 2019, je pense que j'ai dû refuser pas mal de projets de livres, parce que souvent, c'était des gens qui venaient me voir et qui me disaient « Ouais, ce serait bien de faire un beau livre, on met ton nom, on met des belles photos, enfin,
le genre de truc que t'offres à Noël mais que tu lis pas vraiment, tu vois. Et j'avais pas trop envie de faire ça, donc je disais non, puis j'avais pas forcément envie d'écrire surtout, parce que je savais plus le faire. Moi, franchement, ça fait depuis 10 ans quasiment que j'écris plus, que je parle dans un micro, que c'est beaucoup plus simple, en tout cas pour moi. Donc me faire violence pour écrire, et pourtant le livre il y a 200 pages, c'est pas très long à lire, mais ça a été très très douloureux à écrire pour moi parce que c'est plus du tout dans mes habitudes en fait. Donc c'est surtout elle qui m'a convaincu de le faire. Et à partir de ce moment-là, je pense que ouais, il y a eu une volonté pour moi de faire une forme un peu de bilan, mais aussi déjà tu vois, le chapitrage du livre, je l'ai eu très très vite parce que c'est vraiment des sujets qui m'obsèdent un peu. Et je pense que s'il y a des personnes qui suivent un peu mon travail depuis longtemps, ils vont pas apprendre grand-chose de nouveau. Par contre, ça permet d'asseoir un peu les problématiques que j'ai souvent abordées dans mes émissions, mais pas de manière aussi arrêtée, je pense. Et puis après, ouais, il y avait une volonté de faire le point. Enfin, moi, mine de rien, ça fait quand même longtemps que je parle de rap tous les jours. Je vais avoir 39 ans. Il y a un peu tout ça où tu te dis, bon, c'est un peu un moment de... Ouais, je suis si vieux que ça. Et c'est un peu un moment aussi ouais, juste de faire le point, quoi. Et même moi, en fait, cette musique-là qui m'a beaucoup, beaucoup donné et à laquelle j'ai essayé de donner, enfin, en tout cas, je me suis complètement immergé dedans. Ouais, quel est le chemin qu'elle va suivre, quel est le chemin que moi j'ai envie de suivre. Enfin, c'est aussi, évidemment, je parle pas de moi dans le livre, mais c'est aussi lié à moi et à ce que je ressens par rapport à cette musique-là et aux évolutions que moi-même j'ai en tant qu'auditeur et en tant qu'acteur, entre guillemets, de cette musique. Oui, moi j'allais mettre juste un point, une remarque personnelle. C'était hyper appréciable de le lire parce que ça confirme aussi des choses qu'on se dit nous de notre côté, que toi tu mets à plat dans un livre, quoi, par rapport à la scène actuelle. Là, on va rentrer un peu plus dans des sujets précis qu'il y a dans ton livre, sans trop en dévoiler. Tu peux spoiler. Personne ne meurt à la fin. Ah, si, le rap peut-être. Waouh. Ouh là là. Alors, tu décortiques la scène marseillaise à un moment, notamment avec Jul, SCH, IAM et plein d'autres. Et tu décris vraiment une identité qu'il y a à Marseille, avec une identité locale où ils ont vraiment des figures qui les représentent, etc. Et à l'inverse, parfois on a l'impression dans des villes comme Bordeaux ou comme Lyon, que les artistes ont beaucoup plus de mal à exister sans passer par Paris. Notamment, on a très peu de figures locales identifiées ou un manque de suivi des générations, à part Rally, Baby Solo 33, tout ça. Et est-ce que tu penses que c'est un problème de structure, de narration ou de timing ? Alors, j'aurais du mal à avoir une réponse arrêtée parce que localement, je suis pas là, donc ce serait un peu cavalier et prétentieux de ma part de dire oui, vous n'êtes pas assez bien structuré. Enfin, c'est compliqué de parler de quelque chose que tu connais pas. Ce qui est sûr, c'est que pour répondre à ta question, Paris reste malheureusement dans ce pays central. On est un petit pays aussi, hein, si on compare avec les États-Unis. C'est petit la France, donc effectivement tout est très centralisé en termes de médias, en termes de maisons de disques. Donc même les artistes marseillais, en vrai, ils passent par Paris pour de la promo, ils passent par Paris pour signer leur deal. Enfin, ça reste quand même. Par exemple, tu parles de Marseille, il y a une énorme scène marseillaise depuis les années 80, mais en réalité, j'ai pas l'impression que là-bas il y ait beaucoup de médias. Locaux en tout cas influents, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de labels, enfin il y a des labels locaux, Only Pro qui est le label de Soprano, Alonso, ils sont là, mais en vrai ils ont des deals avec des, Soprano, Alonso il est chez Sony si je dis pas de bêtises, Soprano il est chez Warner, ils ont des deals avec des grosses majors qui elles sont à Paris, donc en fait je sais pas si c'est un problème de structure, puisque j'ai pas l'impression que Marseille soit beaucoup plus structuré, je pense juste qu'il y a une forme d'histoire et d'ADN liée au rap très très forte. Un des plus grands groupes de ce pays vient de Marseille, un des plus grands rappeurs de ce pays vient de Marseille, historiquement c'est Akhenaton. Donc forcément il y a un truc très très fort avec cette ville-là, mais j'ai pas le sentiment que ce soit impossible à réaliser ailleurs. Mais encore une fois, je suis pas là, je suis pas un jeune rappeur ou une jeune rappeuse, donc je me rends peut-être pas compte des difficultés qu'il y a. Moi j'ai un peu bêtement l'impression qu'aujourd'hui, avec Internet, avec tout ça, qu'il y a moins de barrières liées à ça, vraiment, enfin, il y a une époque où, moi, quand j'avais justement 20 ans, et que, donc, dans les années 2000, vraiment, il y avait un truc qui était super important, c'était l'appartenance à une ville, un quartier, etc. Ça jouait même dans la crédibilité de l'artiste. Et il y avait des scènes qu'on ne regardait pas. On regardait pas, moi, je regardais pas le rap belge, par exemple, à l'époque. Je regardais pas le rap suisse.
Aujourd'hui, on en parlait là, hors antenne, j'étais avec Jimmy hier, tu vois, ça fait vraiment partie, je me pose plus la question de « Oh, Makala, il vient de Genève » ou je sais pas moi, Niro, il vient de Blois. Il y a quand même d'autres artistes sur les 15 dernières années, c'est aussi un des sujets dont je parle du livre, où il y a une forme de... Pour moi, j'ai l'impression que l'appartenance, elle est moins importante et essentielle que dans le passé. Et qu'en fait, tu peux venir de Caen, comme Orelsan, et devenir une des plus grandes stars du pays. Je pense qu'Orelsan, il a été super important d'ailleurs dans... Comment dire, il a ouvert plein de portes à mon avis. Je sais pas si on en reparlera, mais je pense qu'il a ouvert beaucoup de portes, et notamment là-dessus, sur le côté, ok, tu peux venir d'une ville qui historiquement n'a pas grand-chose à voir avec le rap, tu peux ne pas ressembler au profil type d'un rappeur, en tout cas de cette époque-là, tu peux faire des blagues sur MySpace, et tu peux marcher. Et je pense que ça a été vraiment pour moi un point un peu... Ouais, un tournant, je pense, dans le rap français un peu moderne. Donc je sais pas, je pense que c'est sûr qu'il y a plein de talents à Bordeaux comme il y en a partout. Je sais pas ce qui manque à ces villes-là pour avoir des scènes peut-être plus implantées durablement. Je sais pas, comme je suis pas là, mais j'ai pas l'impression qu'à Marseille, il y ait plus de structure, tu vois. Ouais, ok. Voilà. Très bien. Il y a un passage que j'ai envie de mentionner où tu parles aussi des albums de beatmakers ou des mixtapes de beatmakers, et tu cites Liélé, Midsizer, Icasboy, et tu écris que le public a encore du mal à les mettre au même niveau, je pense, que les rappeurs qui, eux, ne les considèrent pas comme des pairs. Et à titre personnel, j'ai l'impression que c'est quand même une codification qui a maintenant quand même d'attendre des projets de beatmakers, notamment avec Vince Lapache, Guy de la Dalle, Hologram Low, qui est, c'est une consommation des auditeurs auditrices qui s'installe petit à petit. Et est-ce que tu penses pas que ça commence à s'inverser justement ? S'inverser, je pense pas. Je pense qu'on en est loin. Il y a qu'à voir le statut des beatmakers quand même aujourd'hui. C'est peut-être aussi de leur faute parce que c'est parfois des mecs et des meufs de studio qui sont des geeks, mais ils sont pas connus du public. Certains ne cherchent pas du tout à l'être, et puis même leurs projets sont beaucoup moins écoutés que ceux des rappeurs et des rappeuses. Tu parlais de Liélé, qui a fait un très bon projet, je trouve, qui a fait une grosse année d'ailleurs 2024. Bon, son projet, si on sort d'une scène très impliquée, il n'a pas été plus écouté que ça, on n'en a pas plus entendu parler que ça. Et je te parle de Liélé, mais je pourrais te parler de quasiment tous les... Donc ce qui est cool, c'est qu'il y a de plus en plus de beatmakers qui s'affranchissent de ça et qui sortent des projets. Et moi, à titre personnel, j'adore les projets de producteurs, mais c'est très dur à vendre en fait. Pour en parler, même pour avoir un peu le regard de l'industrie, souvent, quand tu as un projet de beatmaker, c'est l'enfer pour un label. Ils se disent, ils nous emmerdent. Parce qu'en fait, il y a un truc de... L'artiste en question, le beatmaker, n'est pas très identifié. Donc en fait, pour faire la promo, il y a très peu de médias, de gros médias en tout cas de personnes identifiées comme des gros médias qui vont accepter de recevoir des beatmakers. En vrai, si tu regardes, il y en a très très peu, à part un Tariq Azouz, quand il a sorti son projet, il a eu des... Sinon, qui reçoit Liélé, Icasboy, Sizer moi je le fais, j'ai l'impression de le faire, mais il n'y a pas tant de gens que ça qui le font en réalité, et donc il n'y a pas tant de tribunes que ça, en tout cas de tribunes qui ont une vraie exposition. Grunt, je pense, va le faire, tu vois. Donc, il y a une réalité, c'est que souvent, et ça c'est même toute une autre question sur les médias, etc., c'est qu'en fait, quand tu as un projet de beatmaker, c'est compliqué même une compile, dès que c'est un projet collectif avec plein d'artistes différents, c'est très compliqué à promouvoir. Parce que c'est dur à identifier pour le public, dur à marketer pour les labels, et dur à promouvoir pour les médias. Donc, ça pose des questions. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de projets de beatmakers qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans, évidemment. Mais j'ai pas l'impression que ça imprègne vraiment, en tout cas auprès d'un public un peu plus massif, quoi. Tu vois, le point de référence, ça reste quand même les rappeurs et les rappeuses. Parce que, tu vois, les rappeurs et les rappeuses, justement, c'est aussi eux qui sont des points de fantasme. Enfin, tu vois, le public s'identifie beaucoup à ça aussi. Est-ce que ça véhicule d'être un artiste ou une star? Les beatmakers ont rarement ça. On n'a pas de Metro Boomin en France. Tu vois, un producteur qui est vraiment une superstar et qui est au même niveau que les artistes. On n'a pas ça, peut-être qu'on aura ça demain, mais aujourd'hui on en est encore loin, je trouve. Ouais. Bon, je pensais là à Jean Jass par exemple qui est... Ouais, mais il est rappeur. Oui, mais c'est pour ça, mais ouais. ça il a pose cette double casquette-là, ouais, exactement. Donc c'est comme Jul. Jul, oui. c'est un des plus gros beatmakers de ce pays, mais il est d'abord rappeur, en tout cas il est autant rappeur. Donc
ils ont une autre image. L'image de beatmaker, elle est plus compliquée, je trouve, à vendre, pardon pour ce terme-là, mais il s'agit de ça, auprès d'un public qui parfois est un peu plus néophyte ou moins digger, quoi. Ouais, oui. C'est plus. Moi, j'ai l'impression que c'est plus les diggers justement qui captent ça. Ouais, complètement, je pense. Parce que pardon, Vince Lapache aussi, c'est pareil, il prend que des petites têtes aussi. Ouais, bien sûr. Bien sûr, c'est des projets qui vont. Et je pense qu'ils le font pas pour dominer les charts, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, ça. C'est pas encore quelque chose. Enfin, même le statut des beatmakers, même dans l'industrie, même en termes de rémunération, en termes de plein de choses, c'est encore compliqué. Ils sont encore loin d'être au même niveau que les artistes. Et la preuve, c'est que si on prend la plupart des gros albums de rap, il y a plein de gens qui ne savent pas qui sont les producteurs derrière. Sauf quand t'es un digger ou une digueuse. Là, tu sais. Mais sinon, c'est pas quelque chose. Et je pense que le grand public ne sait pas. Je pense que tout le monde a écouté Ponanini de Tiakola l'année dernière, mais il y a plein de gens. Enfin, je pense que la majorité des gens ne savent pas qui a produit ça. Mais comme c'est voilà pour n'importe quelle musique pop, en fait, je pense que les gens ne savent pas qui a produit Fever de Dua Lipa et Angèle. Je dis ça parce que c'est le premier morceau qui m'est venu de pop, mais tu vois, en fait, c'est pas quelque chose que le public de base va chercher comme information. Ils prennent la musique et ils ont le droit d'ailleurs. Donc du coup, voilà, quand t'es beatmaker, c'est plus compliqué, je trouve, d'intéresser beaucoup de monde. Ouais. Alors, je dois dire que la dernière phrase de ton livre, là c'est un spoil, mais c'est quoi qu'il en soit, le rap vit une petite gueule de bois après des années de célébration, reste à voir comment il s'en sortira. Ouais. Et est-ce que tu peux nous expliquer cette phrase plutôt pessimiste ? Non, pas forcément. Une gueule de bois, tu peux t'en remettre, hein, tu vois. C'est vrai. Tout dépend de comment tu la gères, quoi. Mais c'est un peu ce que je disais au début de la discussion, c'est que on sort d'année, je pense, on a beaucoup célébré, on a beaucoup dit, waouh, nouveau record, nouveau ci, nouveau ça. C'était que ça. Ça a été que ça, vraiment. Des nouvelles salles, et puis des nouveaux stades, et puis des nouveaux records de vente. Et là, si on regarde, en réalité, à quelques exceptions près, le rap vend moins, le rap est moins dominant dans les charts. Il l'est encore, évidemment, si on prend un top Spotify, Apple, tout ce qu'on veut, il va y avoir beaucoup de rap, mais il y a beaucoup d'autres choses aujourd'hui. Il y a beaucoup la musique internationale marche de plus en plus. Il y a vraiment un moment où si vous preniez le top 50, il n'y avait que du rap français. Là, c'est plus le cas. Il y a de plus en plus les musiques afro-caribéennes sont en train de tout péter. La pop française est en train de remonter. La musique électronique est en train de remonter. Donc c'est un moment, en fait, et c'est pas grave. C'est bien aussi que d'autres genres progressent et qu'il n'y ait pas que le rap. Mais il y a un moment, en fait, où oui, le rap, moi j'ai l'impression, en tout cas si on parle de rap mainstream, il s'émousse un peu, il est moins dominant. Et c'est pas forcément grave, puisque c'est ce qui s'est passé à la fin des années 90, début 2000, et on a quand même eu du bon rap derrière. C'est juste que le rap marchait moins. Moi, je lis pas la réussite du rap uniquement à travers son succès commercial. Peut-être que là, et c'est déjà le cas, il y a plein d'artistes underground. Moi, l'année 2025, pour le moment, je la trouve mortelle en termes de qualité de rap. Par contre, si je suis un mec de label et que je regarde les chiffres, c'est beaucoup moins réjouissant qu'il y a 5 ans ou 6 ans. Il y a plus d'artistes qui font des 40 000 ventes en première semaine. Donc ça raconte quelque chose quand même. Et moi, je pense que ça raconte, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup dit le rap c'est la nouvelle pop. Et moi, je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de rap différents. Il n'y a pas un rap populaire. Il y a plein de niches. Et les niches grossissent énormément. C'est vraiment ce que je pense. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Et d'ailleurs, aujourd'hui, là, je pense qu'ici, je pense que tout le monde écoute du rap. Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui écoutent... Enfin, on peut prendre 5 personnes ici, à mon avis, il y en a 5 qui vont écouter des choses très différentes, mais qui vont écouter ce qu'on va appeler du rap. Et vraiment, il y a 20 ans, je pense qu'on prenait 5 personnes dans une assemblée comme ça, il y avait des points en commun, parce qu'il y avait moins d'artistes et qu'il y avait quand même des sons beaucoup plus communs dans le rap. Aujourd'hui, tu peux écouter que Laylo et ne jamais de ta vie avoir écouté SDM. Tu peux écouter que les rimeurs genre à Jeune Crack Infinite et ne pas savoir qui est RSCO. Tu vois, et c'est pas grave, mais du coup, je pense que c'est ça maintenant, le rap, et que c'est beaucoup de niches, et du coup, il y a moins d'artistes et de projets qui vont être extrêmement fédérateurs. Je crois moins au PNL, par exemple. Je pense on va avoir beaucoup plus de mal à avoir des groupes qui vont mettre à la fois, d'accord, la France, tu vois, genre le grand public, mais aussi des publics très très nichés et très underground. Ce qui était le cas avec PNL, ou ce qui était le cas avec SCH à un moment, ou ce qui était le cas avec Hamza. J'ai l'impression que c'est un peu d'autres modèles qui vont émerger maintenant.
Et justement là-dessus, tu penses que c'est qui va régir un peu la nouvelle mouvance en fait qui va arriver Franchement, si je le savais, je monterais un label et, c'est sûr. et j'arrêterais ces conneries. Mais non, je sais pas. Franchement, je sais pas. Et heureusement que je sais pas. Je pense que si c'est un mec de 39 ans qui sait quelle est la nouvelle tendance en rap, c'est catastrophique pour le rap. Vraiment, je le pense premier degré. Et je pense que c'est aussi la force de cette musique-là, c'est que c'est une musique. J'ai pas envie de dire que c'est une musique de jeunes parce que je pense qu'on peut écouter du rap et faire du rap à n'importe quel âge, mais ça a toujours été les jeunes qui bousculent ça, toujours. Donc en fait, c'est pas à moi de le dire, c'est pas à moi de le faire. Je pense qu'il y a des gens là qui sont en train de faire de la musique en France que je comprends pas aujourd'hui, que je maîtrise pas et qui va forcément à un moment amener quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, je me rends compte de ça aussi, c'est que moi, il y a plein de trucs que je trouve très cool, mais que j'ai pas forcément capté au premier abord parce que il y a un écart générationnel, c'est pas les mêmes codes, c'est pas les mêmes. Moi, mes rappeurs préférés dans les jeunes, souvent, ça va être des mecs qui vont rapper un peu comme les gars que j'écoutais quand j'avais 20 ans, mais qui sont pas les plus grands innovateurs. Mais je pense que c'est pourtant les innovateurs qui, à un moment, maintiennent cette musique en vie. Au moment où cette musique-là ne se réinvente plus, ça devient juste une musique, voilà, quoi, qui existe. On fait mais elle sera plus aussi excitante qu'elle l'a été ces dernières années. Donc c'est ça, en fait, qui est intéressant, c'est de savoir quelle va être. Je sais pas du tout dans quelle mesure ça va marcher pour lui, je sais pas du tout dans quelle mesure il va transformer l'essai. Un mec comme TH aujourd'hui, moi c'est un truc, la première fois que j'écoutais TH, j'étais en mode, je crois qu'il sait pas rapper. Tu vois. Et en fait maintenant je le trouve trop fort. Et ça m'a fait ça avec SCH au tout début, ça m'a fait ça avec, pas PNL j'ai kiffé direct, mais ça m'a fait ça avec Desporuti à l'époque, des mecs tu comprends pas forcément ce qui se passe, et en fait une fois que tu comprends, t'es dans une matrice, et ça c'est nouveau en fait. Et ça c'est excitant d'avoir des artistes encore comme ça qui te bouscule. Donc je sais pas de quoi sera fait le rap demain, et encore une fois c'est pas à moi de le dire, je pense. Ok. Et tu dédies un chapitre entier à Booba, en expliquant qu'il a été moteur dans une certaine victoire du rap en France, et il a traversé les générations, etc. Et j'ai de plus en plus l'impression que ces phases de harcèlement répété lassent de plus en plus le nouveau public. Et du coup, est-ce qu'on attend vraiment quelque chose de Booba maintenant ? Ça, en tout cas, il est encore important, il est encore dominant. Si on regarde l'année 2025, il a encore eu un tube, avec SDM, certes, mais un tube. Donc, moi, je sais pas, je suis pas dans la tête du jeune public, mais ce que je vois, c'est qu'en tout cas, son parcours, indépendamment de tout ce qu'on peut dire sur le reste, mais son parcours, il est unique, même, je pense, dans l'histoire du rap. D'avoir un artiste qui se maintient au top. Alors, tout n'a pas été un long fleuve tranquille, mais en tout cas qui se maintient au top pendant aussi longtemps sans réellement perdre en pertinence auprès du jeune public. On parle souvent de Jay-Z, mais en vrai, Jay-Z, il est, je pense, plus vraiment écouté par les jeunes de 20 piges aux États-Unis. Booba, c'est quand même encore le cas. Alors oui, je pense qu'aujourd'hui, si on prend les jeunes auditeurs, auditrices, ils écoutent plein d'autres gens, bien sûr, mais il existe encore dans le débat, il est encore présent. Ça, force est de reconnaître que c'est assez unique, tout en ayant réussi quand même à toujours... être dans une quête un peu de nouveauté. Et ce qui pour moi est... Moi j'ai toujours vu le rap comme une musique progressiste, tu vois, une musique qui ne regarde pas trop dans le rétroviseur. Parfois c'est un défaut, parce que du coup on oublie de rendre hommage, on oublie un peu d'où on vient, on oublie... voilà. Mais en même temps, ce qui fait que cette musique-là, elle est tout le temps en quête de nouveauté. Et donc pour moi, ça qui est... Pour moi, les plus grands artistes, c'est ceux-là, c'est ceux qui ont tout le temps réussi à s'adapter et en même temps à insuffler un vent nouveau. Et pendant longtemps, Jay-Z, ça a été ça, Kendrick, c'est ça, Lil Wayne, sa carrière, c'est que ça. Et en France, Booba, c'est ça. C'est pas le seul, bien sûr, mais en tout cas, c'est le seul qui a réussi à l'être pendant aussi longtemps et qui n'a pas vraiment eu de coup de mou en réalité. Donc c'est pour ça que je pense que, qu'on le veuille ou non, moi je vois, tu sais, quand je parle de rap avec des potes, avec des amis, quand je fais des interviews avec des rappeurs, il y a toujours un moment où il va être abordé. Et c'est le cas depuis 25 ans que je parle de rap. Donc à partir de ce moment-là, c'est qu'il y a un truc où il est inévitable. C'était quoi ? C'était une fois Karim Benzema qui avait fait un tweet, il avait mis une photo, il avait dit « Je suis nécessaire ». Et ben il y a un peu ça avec... ou indispensable, je suis indispensable plutôt que nécessaire. C'est un truc qu'on s'est dit « Mais qu'est-ce qu'il veut dire, Noévé ?» Mais en fait, je pense qu'il y a un peu ça avec lui, quoi. C'est ce côté où, mine de rien, je pense que depuis le début de sa carrière, il est autant aimé que détesté. C'est encore le cas aujourd'hui. Mais en tout cas, il est dans la discussion. Et il n'a jamais vraiment quitté la discussion. Ce qui est... le cas de plein d'artistes qui ont commencé à rapper en même temps que lui. Donc c'est en ce sens-là qu'il est
assez indispensable. Et même, tu sais, sur le chapitre sur le rap francophone et qu'on parle de rap belge, etc., en réalité, le rap belge, il existe depuis avant Booba. Mais quand on a commencé à parler de l'explosion du rap belge, etc., en réalité, ça a été aussi beaucoup Damso, ça a été Shai, après ça a été Green Montana. Même là, en fait, sur cet aspect-là, il y a eu une forme de vision qui était d'ailleurs un peu bizarre au début d'avoir un Damso au sein du 9 de I qui était censé être un collectif un peu boulonné. Donc voilà, je suis obligé de reconnaître ça en tout cas. Oui, ok, ça me va. Non, mais c'est la réalité. Non, oui, non, totalement. Non, parce que j'allais dire, aussi pour demander au public, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, moi j'ai l'impression que tu vois, il sort pas forcément de tube maintenant, qui s'est vraiment arrêté à DKR à mes yeux. Ben c'est pas vrai, parce que j'aimerais bien dire oui, mais en réalité, Dolce Camara c'est un tube. Et sur l'album d'avant, Ultra, Mona Lisa, c'est un big tube avec JSX. Il en a peut-être pas 5 par album, mais il en a un et des vrais tubes. Et je le vois parce que peut-être c'est des morceaux que toi t'écoutes pas, moi non plus, mais moi je le vois sur les streams parce que j'ai cette vision-là que j'avais pas eu tout avant. Tu sais, moi je me suis rendu compte quand je suis arrivé chez Deezer de trucs qui cartonnaient que j'écoutais pas forcément. Le meilleur exemple, je pense, c'est Jaja et Dinaz, tu vois, où moi je me rendais pas compte à l'époque quand c'est arrivé de l'ampleur que ça représentait. Donc non, quant à cette vision-là, franchement, il a encore des tubes. Il a encore au moins un tube par album, ce qui est déjà pas mal. Ah oui, totalement. Et il y a un chapitre qu'on a trouvé très cool sur le changement de consommation et d'exposition de la musique rap, notamment avec l'outil qui est Internet. Par exemple avec TikTok, où il y a des formats très courts qui ont fait que les formats radio de 3 minutes 30 ont perdu 1 minute. Le fait qu'il y ait des trends avec des anciens sons et des nouveaux sons ou des sorties, ou encore le fait qu'on digue maintenant sur YouTube avec tout l'aspect visuel, tout ça. Et est-ce que tu as pu observer une évolution, toi, de ta propre consommation du rap au fil du temps ? Ouais, ben déjà, j'écoute plus de CD depuis longtemps, mais parce que j'ai quand même acheté beaucoup de CD dans ma vie et en fait, c'est plus tout le cas maintenant. Je suis très vite passé au full streaming, moi, même avant, genre à partir de 2011-2012. Je trouvais ça génial, en fait, d'avoir tout, voilà. Mais sur les dernières années, bizarrement, un peu comme tous les connards, je me remets un peu à écouter du vinyle. Ouais, je me suis fait, la gentrification. Mais sinon, non, j'écoute essentiellement en streaming sur mon téléphone. Moi, j'ai pas le réflexe... je suis pas sur TikTok, j'y suis pour poster des trucs, mais je scrolle jamais, donc j'ai pas du tout. Mon rapport à la musique ne se situe pas du tout sur TikTok, mais évidemment que c'est super important aujourd'hui, c'est même essentiel. De toute façon, à chaque fois, c'est clair, quand je vois un tube, parce que je regarde les charts streaming toutes les semaines, etc. Quand je vois un morceau que je connais pas, à chaque fois la raison c'est c'est TikTok. Et à chaque fois il y a une trend TikTok que nous on connaît pas, mais en fait qui est énorme. Donc ça m'arrive quasiment toutes les semaines, vraiment des morceaux. Donc tu te rends compte à quel point c'est important. Une anecdote que je racontais, je sais plus où j'ai raconté ça, mais il y a un artiste qui me disait, il y a eu un moment l'année dernière où Universal interdisait l'utilisation de ses morceaux sur TikTok. Il y a un artiste donc francophone qui est signé chez Universal et qui devait sortir son album à ce moment-là et qui a repoussé la sortie de l'album parce qu'il a dit je ne veux pas sortir mon album sans TikTok, donc sans potentielle campagne, sans potentiel trend, etc. Donc, et il n'a pas forcément tort, parce que lui, en l'occurrence, c'est un artiste qui est un hitmaker, etc., donc a besoin de ça, qui doit faire des tubes, en tout cas, c'est dans sa tête, quoi. Donc, voilà, tu te rends compte à quel point c'est obligatoire pour plein d'artistes aujourd'hui, pour l'industrie, et aussi pour une génération, je pense, d'auditeurs et d'auditrices qui découvrent de la musique comme ça, qui s'emparent de la musique comme ça, qui parfois vont faire revivre des vieux morceaux. Je parlais ça avec MC Solar, qui a eu une trend avec Bouche de là il y a genre 1 an et demi, 2 ans. On parle d'un morceau de 91, si je dis pas de bêtises, ou 12, je sais plus, non, 91, et qui s'est retrouvé à lui ramener de l'argent en 2023 ou 2024. C'est incroyable. Donc, ça c'est intéressant. Moi, je suis pas sur TikTok, mais j'ai pas de problème avec TikTok, et même j'aime bien l'idée que les gens s'emparent de ce qu'ils veulent. Parce qu'en fait, ça qui est génial, c'est que avant, il y avait un truc. Avant, il y a genre très longtemps, genre il y a 20 ans. Quand tu sortais un album, c'était vraiment soumis au bon vouloir du programmateur radio, en l'occurrence de Laurent Bounot. Est-ce que Laurent Bounot va jouer ton morceau ? Et du coup, c'est ça qui faisait que
et si les auditeurs l'aimaient, que ton album allait marcher ou pas. Internet a fait exploser ça, mais surtout le streaming. C'est qu'en fait, aujourd'hui, Laurent Bounot, il regarde ce qui marche la première semaine, enfin le premier week-end, et le playlist. Mais maintenant, il y a un truc où, quand tu es programmateur, ce qui était mon cas chez Deezer par exemple, les labels ils viennent et ils te pitchent des morceaux. Ils te disent par exemple, là il y a Ipséité de Damso qui va sortir. Nous, le tube, enfin le morceau qu'on aimerait que vous jouiez en playlist ou en radio, c'est Noir is the New Black. Tu le joues ou tu le joues pas, comme tu veux. Dans le week-end de la sortie de l'album, il s'avère que le public décide que Macarena est un tube. Mais Macarena n'était pas du tout pensé comme un tube. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de single, etc. Et en fait, c'est ça qui est intéressant maintenant, et c'est encore plus vrai que TikTok, c'est que des fois, c'est la piste 12 de l'album. Là, on a un exemple avec Alonso sur son dernier album, qui s'appelle Ferry, le morceau. Et c'est le morceau qui est en train de plus streamer sur l'album parce qu'il y a une trend TikTok. Et ça, c'est cool en fait que ce ne soit pas l'industrie qui dicte quel morceau vous allez écouter, soit pas un programmateur, c'est une partie du public qui à un moment décide de s'emparer. Ça, je trouve ça cool en vrai. Donc on peut critiquer TikTok pour... oui, il y a une partie du public qui connaît que les refrains, etc. Ok, mais n'empêche que c'est aussi... le pouvoir, quelque part, revient dans les mains des auditeurs et des auditrices. Et ça, je trouve ça mieux en réalité que ce soit soumis au bon vouloir d'une personne dans son bureau. Mais justement, je travaille aussi avec des artistes, et notamment dans un label qui s'appelle Blow Up. Pour l'accompagnement, justement, il y a toute cette question de diffusion de la musique sur TikTok, comment s'y prendre, etc. Et on sent que les artistes, désormais, doivent tout faire, plus que de la musique, quoi. De voir leur marketing, de voir leur com, leur storytelling, mais même seuls, en fait, de leur côté. Et est-ce que pour toi, cette nouvelle surcharge de rôle dénature-t-elle je vais y arriver. Le rôle de l'artiste. Ouais. Pas forcément le rôle de l'artiste, mais la création. Est-ce que cette surcharge fait que ça dénature la création qui va se faire, ou que ça soit l'inverse aussi ? Non, ouais, moi je suis pas artiste, donc je peux pas parler à leur place, et j'ai jamais eu de velléité artistique, donc je sais pas. Mais effectivement, moi j'ai tendance à penser qu'un artiste ou une artiste, elle doit juste être artiste. Est-ce que c'est possible ? Je pense que là on en revient à une question qui est super importante. S'il y a des artistes dans la salle, la plupart des artistes nous disent ça, c'est l'importance de l'entourage en fait, l'importance d'être bien entouré, et dès le début. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai tendance à penser que non, c'est pas à quelqu'un de créatif de marketer sa musique et de réfléchir à la stratégie de communication et au meilleur TikTok à faire. C'est peut-être aux personnes qui l'entourent, c'est d'avoir une ou deux personnes qui comprennent ta musique, qui croient en ta musique et qui t'aident à la faire vivre. Mais ouais, moi j'ai tendance un peu à penser bêtement et naïvement que c'est pas à l'artiste de faire ça. Et souvent, quand les artistes sont un peu trop stratèges, j'ai l'impression que ça dure jamais trop longtemps en fait. Que souvent c'est un truc de... Enfin moi, les artistes que j'ai rencontrés qui m'avaient l'air très stratèges, souvent ils sont plus là. Il y avait une volonté un peu de douiller pendant un certain temps l'industrie. Mais est-ce que tu peux vraiment être archi stratégique et en même temps archi créatif? Peut-être, mais moi je crois pas trop en ça. Et donc ouais, j'ai l'impression que c'est pas aux créatifs de penser à ça. Ou alors c'est aux gens créativement, mais sur un peu en marketing. Mais tu vois, quand ton travail c'est de faire de la musique, enfin pas ton travail d'ailleurs, quand ta passion, ton hobby c'est de faire de la musique, je sais pas si tu dois réfléchir à waouh, il faut que je fasse un TikTok là pour que, tu vois. Mais je dis ça sans animosité pour TikTok, hein, c'est pareil pour Insta ou pour YouTube. Enfin, juste, je trouve ça un peu nul, peut-être parce que j'idéalise le statut d'artiste, mais je trouve ça un peu relou de devoir penser à ça en fait quand t'es artiste. Mais c'est valable pour tout le monde, hein, d'ailleurs, pour tous les. En fait, le problème c'est que maintenant tout est mis au même niveau à cause de ce foutu mot qui est le contenu. Et en fait, du coup, maintenant tout le monde est créateur ou créatrice de contenu. C'est-à-dire qu'en fait, que tu sois un journaliste rap qui poste des extraits d'interviews, ou un artiste qui veut promouvoir ta musique, ou un jeune réalisateur de film qui veut essayer de diffuser ton œuvre, en fait, tout est mis au même plan et tout se retrouve au même endroit, c'est-à-dire sur TikTok, Instagram, etc. Et du coup, c'est compliqué parce que quand toi, tu prends l'information en tant que juste auditeur, auditrice, tout est au même niveau, en fait. Donc, quand tu es artiste, tu dois exister dans un algorithme de Reels ou de TikTok entre un chat mignon, un bébé qui pète, Bruno Retailleau raciste et un clip d'A$AP Rocky trop stylé. Donc en fait c'est très compliqué du coup, et c'est ça en fait, c'est la limite de
ce truc d'internet où genre tout est disponible. Et moi, au début, genre vraiment, j'étais en mode c'est génial maintenant, n'importe qui peut percer, tu uploads ton clip sur YouTube. En fait, c'est pas aussi simple que ça. Des fois, tu as des miracles comme ça, effectivement. C'est comme le fameux truc de. C'est l'histoire de Petit Biscuit avec Sunset Lover, où il s'est retrouvé dans une playlist et ça a pété. En fait, des histoires comme ça, il n'y en a pas 10 000, quoi. Tu vois, donc souvent, c'est plus compliqué que ça. Et donc voilà, donc du coup, je pense que si tu es artiste et que tu essayes de faire de la bonne musique et qu'en plus tu dois réfléchir à survivre dans cet océan de contenu, c'est trop dur. Donc ouais, j'ai pas la... Tu vois, ou alors, ouais, je pense que même... Très bon documentaire, le meilleur documentaire rap en français. Non, le deuxième. Le premier, c'est sur DJ Mehdi. Le deuxième, c'est Orelsan. Enfin, la première version, pas la deuxième, qui était relou. Bref. Mais la première était géniale. Et en fait, tu vois que Orelsan, en vrai et de vrai, c'est juste un bon rappeur. Mais c'est un mec qui a pas trop de goût, qui a pas trop de stratégie. Sans scred, il aurait rappé sur des prods flingués. Et c'est même pas moi, c'est lui qui le dit. Donc en fait, il y a l'entourage, qui en plus, bon, l'entourage qui est là depuis le début, l'histoire elle est incroyable, mais c'est ça qui a fait qu'Orelsan est devenu Orelsan. Évidemment, c'est son talent, c'est son écriture, il est marrant, tout ça, mais en vrai de vrai, les stratégies, tu comprends que c'était pas vraiment lui. Donc c'est un bon exemple, tu vois, parce que c'est un des seuls documentaires qu'on a sur un artiste majeur dans ce pays, où du coup, tu as vu vraiment, enfin, c'est même prodigieux qu'on ait ce document-là, parce que c'est fou. Et tu vois qu'en fait, sans son équipe, Orelsan, ça aurait pu être un rappeur underground parmi tant d'autres, en fait. Donc, voilà. Du coup, sur l'underground et le rap émergent, tu consacres un premier chapitre de ton livre aux scènes rap alternatives des années 2000 avec TTC, Club des Losers, La Caution, tout ça, où tu décèles les raisons qui ont mené à la mort du courant, donc le manque de cohésion entre eux, un côté hermétique aussi au grand public et un manque d'envie de créer un véritable mouvement. Et est-ce que tu penses qu'on a affaire aux mêmes problématiques aussi maintenant avec la New Gen? Je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il y a des points communs. Et là aussi, tu vois, cet article-là, alors il avait été écrit avant, mais on avait fait un épisode du Code Review là-dessus, justement, on avait un peu mis en parallèle ce que tu viens de dire, c'est-à-dire ce fameux rap alternatif des années 2000 et cette New Gen. Je pense qu'il y a plein de différences, bien sûr, mais il y a aussi des points communs, puisque c'est deux scènes qui émergent à un moment où on a un rap mainstream très très fort, donc un peu en opposition à ce rap mainstream-là, et à un moment aussi où ces scènes-là, on va dire mainstream, underground, alternatif, comme on disait avant, ils se regardent un peu en chien de faïence, quoi. Je trouve que 2024, ça a été une année super importante dans le rap, même dans le rap mondial, parce que même le clash Drake-Kendrick, il a un peu parlé de ça quelque part, mais c'est le côté, tu vois, comment, quand tu es dans une musique pop, tu arrives à souder un peu toutes les scènes. Moi, je trouve que 2024, ça a vraiment mis en exergue le côté, ok, il y a des gens qui font du rap, ils ont pas trop la tête d'être rappeurs, tu vois. Genre, mon interview avec Serran, ça a été ça, en fait, tu vois. Ça a été vraiment mais c'est c'est pas pour parler de ça, mais c'est vraiment un moment, quand même, qui était important, dans le sens où ça a posé plein de questions sur, ok, est-ce que c'est vraiment un rappeur? Est-ce qu'il a vraiment le droit de rapper? Et je pense que cette question-là, on se la serait peut-être pas posée 3-4 ans avant. Mais là, il y a tellement de scènes éclatées. Quand je dis éclatées, c'est en termes de dispersion, pas de, tu vois, d'éclatement des scènes plutôt, qui fait que je pense qu'il y a plein de gens qui se reconnaissent pas, en fait. Qui se disent, mais nous, c'est pas ce rap-là qu'on fait, et inversement. Et c'était un peu pareil dans les années 2000, où je me souviens de discussions d'artistes qui entendaient Tequila Tex avec sa voix, etc., qui disaient, mais c'est pas du rap, ça. Et comme des gens vont dire ça de Winter Zuko, ou Trali, ou de... Qui disaient, mais c'est bizarre, tu vois. Et donc je pense qu'on est vraiment à ce moment-là. Et c'est des questions qu'on n'avait plus trop, il me semble en tout cas. Moi j'ai l'impression qu'on a vachement célébré le côté, c'est un peu ça que je voulais dire aussi, le côté c'est cool, on a gagné, tout le monde peut rapper, peu importe d'où tu viens, peu importe comment. Et 2024 ça a remis ce truc-là en mode non. En fait, tu vois qu'il y a quand même des tensions au sein du public rap. Et le clash Drake-Kendrick c'était ça aussi, puisqu'en fait on parle de deux mastodontes, mais il y avait un peu le côté Kendrick c'est le vrai hip-hop, et Drake, c'est le culture vulture, gentrification, tout ça. Donc en fait, ça a un peu mis ce débat-là à un autre niveau, mais c'est un peu ça. Donc du coup, je pense qu'il y a des points communs en tout cas entre les deux scènes, pour revenir à ta question. Et ce qui est sûr, c'est que j'ai l'impression que si on parle de la New Gen, si on se dit que c'est un peu la réponse au rap alternatif des années 2000, il y a un peu un point similaire, c'est que tu as
albums qui sont très marquants pour les personnes qui les ont écoutés, mais qui ont du mal à être vus comme des classiques incontournables. Il n'y a pas longtemps, on parlait avec, j'ai mis un extrait d'une interview avec Esteban, où on parlait de Heur, de La Fève. On se demande si c'était un classique. Moi, j'ai l'impression que c'est un classique du rap français, mais il y a plein de gens qui me disent, mais pas du tout. Genre, c'est un classique pour vous, les gens chelous qui écoutez ce rap-là. Donc, en fait, c'est quand même intéressant de voir que, il y a vraiment cette dispersion de scènes. Et du coup, j'ai un peu l'impression qu'il y a des points communs. Après, la musique que fait La Fève n'a rien à voir avec celle que faisait La Caution, etc. C'est chaque époque. Mais je pense qu'il y a des points communs sur la manière dont elles se sont construites en opposition au mainstream. Mais du coup aussi, dans la manière dont elles ont un peu du mal à fédérer au-delà de leur fanbase de base, tu vois. J'ai pas l'impression que cette musique-là, elle ait gagné des auditeurs depuis 2020. Peut-être que je me trompe, mais j'ai pas l'impression que ce mouvement-là, qu'on voyait vraiment comme un nouveau mouvement, il se soit étendu comme on pensait qu'il allait s'étendre. Et d'ailleurs, pour donner un point de vue d'industrie, je parlais avec un mec qui était en label il y a pas longtemps qui me disait tout le monde à un moment a voulu signer son artiste next gen et en vrai, il y en a aucun qui a pété, à part La Fève. Vraiment pété, je parle. Donc c'est intéressant de voir que finalement ces artistes-là auxquels on avait beaucoup d'espoir, on s'est dit c'est peut-être ça le rap maintenant, en tout cas le rap qui va dominer. En fait, c'est pas le cas. Ouais, et moi je voulais t'entendre justement sur cette nouvelle mouvance, sur les artistes, on va dire, de rap alternatif, qui sont inspirés, enfin qui ont grandi avec Internet et les nouvelles habitudes d'utilisation et qui sont familières avec tous les lores d'Internet, etc. Je pense à Une Petite Sœur, à Irko, programmé au Grunt, ou encore genre les artistes programmés au Rave Party à Paris. Quel est ton ressenti sur cette nouvelle mouvance inédite dans le rap, et est-ce que pour toi elle est vouée à s'essouffler ou à se répandre, vu que c'est lié avec Internet, je sais pas trop. Ouais, je sais pas si elle est vouée à... Alors moi, mon ressenti déjà purement personnel, c'est que c'est des choses qui me parlent pas, pour être très honnête, mais c'est presque normal en réalité, parce que je pense qu'il y a trop de... C'est pas les mêmes codes, c'est pas les mêmes... Mais ça veut pas dire que ça m'intéresse pas. Mais ouais, j'écoute pas Petite Sœur. Et je pense heureusement, en vrai, ce serait chelou que je me trimballe là quand j'ai marché là sur des quais, je suis venu à pied de la gare. C'est très bien d'ailleurs, c'est très agréable. J'ai pas écouté Petite Sœur, j'ai écouté Snoop Dogg, tu vois. Très bon dernier album par ailleurs, mais c'est normal en fait. Donc il y a un moment une question aussi d'écart générationnel et donc d'écart d'influence, et c'est tout à fait normal. Et je pense que Petite Sœur ou Irko, quand ils font de la musique, ils pensent pas à moi, tu vois, ou aux gens de ma génération, et c'est normal vraiment. Et même il faut même qu'ils aient envie de nous, tu vois. Moi, c'est ça que j'aime bien quand des gens arrivent, c'est ok, c'est bon, maintenant c'est à nous. Donc voilà, ça c'est mon ressenti. Mais c'est des artistes que je connais assez mal et que j'écoute très peu, pour être très transparent. Et je pense que c'est vraiment la première, pas génération, parce qu'il y a des gens de leur génération que j'écoute, mais la première un peu, comment dire, scène dans le rap francophone que j'ai un peu de mal à comprendre. Mais je pense aussi parce que c'est des artistes qui sont pas purement rap. Je pense qu'ils... Même eux, je sais pas comment ils se revendiquent, mais j'ai l'impression qu'ils sont plein d'autres choses, en fait, qui sont à la croisée de plein de genres différents. C'est ce qui, d'ailleurs, les rend intéressants, et c'est ce qui, d'ailleurs, a créé autant de débats quand il y avait le set de Sublime à Grunt, au Grunt Festival. Ce que je trouve injuste pour Grunt, et on avait parlé dans un épisode du Moscas, mais ce que je peux comprendre quand tu connais pas, en fait, et tu dis, mais en fait, c'est censé être un festival rap, et sauf que, bon, non, c'est un moment, 1 heure dans un festival rap, où voilà, il n'y a pas de problème. Mais du coup, ça... Voilà, je ne sais pas donc l'impact que ça peut avoir, je ne sais pas la tournure que ça peut prendre, je ne les connais pas assez, mais en tout cas, mon ressenti, c'est ça, c'est que moi j'aime bien en tout cas quand il y a des choses nouvelles qui se créent, et j'ai toujours pensé que le rap, j'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas, que le son rap n'existe pas en fait. C'est-à-dire que pour moi, ça n'existe pas une prod rap. Il y a des prods boom bap, il y a des prods G-funk, il y a des prods, je sais pas moi, hyper pop, il y a des prods... mais j'aime pas dire le rap c'est ça et ça c'est pas du rap. Pour moi, quand tu rappes, c'est du rap. Que tu rappes sur un accordéon, sur une prod du DJ Premier, c'est du rap. Je suis très fan d'un artiste d'ailleurs qui a vécu à Bordeaux, Grums. Je sais pas s'il est originaire de Bordeaux, je vais pas dire de bêtises, mais je sais qu'il a vécu là en tout cas longtemps. Oui, il a vécu là. Qui fait du tag et tout. Exactement, ouais. Exactement. Et Grums, j'avais pas prévu de le citer en plus, mais je l'ai écouté hier. Et il avait inventé un genre, le Deep Pro, c'était du rap sur de la Deep House. Et moi, Grums m'a fait découvrir la Deep House. Et j'ai commencé à en écouter un peu grâce à Grums. Donc en fait, et pourtant ça ressemble pas à ce qu'on imagine d'une prod rap de base. Donc en fait, voilà, moi tant que c'est cool et que c'est fait avec curiosité et bienveillance et que
voilà, qui a un respect de cet art-là, let's go en fait. Tu vois. Après, je vais pas forcément adhérer, mais j'aime bien que ça existe. Très bien. Alors, là, ça va être un peu plus deep. Non, pas du tout. Okay. Ouais. Dans ta manière d'écrire, je trouve qu'il y a une prise de distance quant à ce que tu décris avec un regard de passionné rap. C'est un peu ce que tu t'évoquais pour ton livre. Ouais. Mais qu'en est-il de toi dans ce paysage rap? Est-ce que tu te sens missionné de raconter une histoire, de l'archiver, de la légitimer, d'avoir une position comme ça? Franchement, non. Ok. Il y a une phrase de Jean Jass sur la dernière mixtape Aïe et Fines Herbes, je ne sais plus sur quel morceau. À un moment, il dit un truc, ça m'a marqué, il dit « Je le fais pour ma petite gueule, parfois pour le hip-hop ». Et en fait, moi, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que tout ce truc-là, je l'ai d'abord fait de manière égoïste, mais pas en mode juste parce que c'est un truc de passionné. Quand j'ai commencé à écrire des chroniques et après à faire des émissions, je ne me suis pas dit « Je le fais pour le hip-hop ». Je me suis jamais dit ça. Donc je le fais d'abord parce que j'aime ça et parce que j'ai la chance de travailler là-dedans aujourd'hui, que j'ai la chance d'être payé pour ça. Donc il y a vraiment un truc purement égoïste. Mais parfois, c'est vrai, il y a un truc un peu de missionner, je sais pas, mais de se dire, bon, si je fais pas cette interview-là, si je fais pas cette émission-là, je sais pas qui va la faire. Ça peut sembler prétentieux, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a vraiment des artistes où je me suis vraiment dit ça. Je me suis dit, bon, à un moment, il faut leur donner cette tribune-là. Et ça, je crois que je me suis un peu toujours dit ça, même à l'époque de l'ABCDR du son, quand j'écrivais des chroniques, ce truc de, bon, à un moment, il faut aller interviewer ces artistes-là, parce que sinon, je sais pas quoi, je sais pas si l'autre va le faire. Donc ça, je me le dis souvent. Il y a plein d'interviews que je fais, pas par égoïsme en réalité, sinon j'interviewerai Jean Jass toutes les semaines. Donc il y a plein de fois, effectivement, où je le fais parce que je me dis, il faut le faire, parce que je me dis, c'est important, entre guillemets, je sauve pas des vies, mais tu vois, je me dis, dans mon travail, en tout cas, c'est mon rôle de le faire. Oui, maintenant, non, je me sens pas missionné. Je sais pas si je parlerai encore de rap, en tout cas de cette manière-là, dans quelques années. Je suis même sûr que non, pour être très honnête. Je pense que je continuerai toujours à parler de rap parce que j'aimerais toujours ça, tu vois, comme un rappeur ou un beatmaker qui à un moment se dit j'ai un peu envie de faire autre chose. Et c'est logique, mais voilà, moi je pense que je parlerai toujours de rap, je pense que j'interviewerai toujours des rappeurs. Maintenant, est-ce que j'ai envie que ma vie professionnelle tourne uniquement autour du rap francophone pour les 10 prochaines années? Non, je pense pas. Je pense pas. Ok. Et tu t'exprimes dans ton épilogue une frustration de la vision de ton travail, notamment en tant que journaliste, quand on t'a pointé du doigt en disant que soi-disant on t'invitait que des rappeurs blancs, bourgeois, voilà. Et ça m'amène à rebondir à quel est ton état des lieux des médias rap en fait en France. L'état des lieux des médias rap, c'est pas ouf, hein, en vrai. Enfin, oui et non. Je pense que ça dépend, encore une fois, de ce dont on parle. Je pense qu'il y a énormément c'est comme avec le rap, en fait, de jeunes passionnés qui ont envie de faire des trucs trop cool et qui font sûrement des trucs trop cool localement, tu vois. Ça existe et donc ça, voilà. Et maintenant, si on parle des médias rap aujourd'hui qui existent, qui sont en place, qui ont aujourd'hui de l'impact, qui ont accès aux gros artistes, il y a moi pas grand chose aujourd'hui qui m'attire. Je regarde très peu de contenu, mais je pourrais sûrement dire ça peut-être du code si j'étais pas moi. Enfin, c'est pas une critique. Je suis pas en train de dire les autres c'est pas bien ce qu'ils font, pas du tout. Hein. C'est juste, je trouve qu'il y a un moment où je parlais ça avec les mecs de La Crème dans un épisode aussi. On se disait même dans le rap on se marre moins là. Il y a un moment où c'était marrant le rap, tu vois. Bah là il y a un truc où je trouve c'est moins marrant parce que c'est devenu de la pop. Donc quand tu es une pop star, tu fais attention à ce que tu dis, tu fais attention à ce que tu fais. Tu vois, tout est vachement contrôlé. Donc le rap est beaucoup plus contrôlé qu'il y a quelques années. Je me souviens d'une journaliste de Combini à l'époque qui m'avait dit « Vous allez voir, dans le rap, vous allez arriver au même niveau que le foot. C'est-à-dire que les interviews des footballeurs, elles sont super rares, elles sont super contrôlées, il n'y a rien qui déborde. Et en fait, si tu regardes dans le foot aujourd'hui, s'il y a des personnes qui suivent le foot, il ne se passe rien. Il n'y a plus de déclaration, ou alors s'il y a une story un peu polémique de Mbappé, mais il n'y a pas de contenu, il n'y a pas d'émission, il n'y a rien. Et en fait, le rap, maintenant, je trouve que c'est pas encore ça, mais c'est un peu ça. Je trouve qu'en fait, globalement, il y a peu de médias en place qui sont assez innovants, peu de médias en place qui prennent des risques, et aussi parce qu'il y a une réalité économique, c'est que c'est compliqué
Quand tu es un média qui commence à en vivre, souvent ton économie, elle est fragile. Donc, pour faire des vues, il faut des gros artistes. Il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça qui font des interviews. Donc, tu vois, mais si tu décides de... moi, je parle pas pour moi, parce que j'ai la chance d'avoir un studio aujourd'hui où je peux recevoir qui je veux. J'ai pas un objectif de vue, donc je peux passer de Scylla et Furax, comme je viens de sortir aujourd'hui, à SDM. Mais c'est un luxe que j'ai, moi. Moi, c'est un luxe que j'ai. Donc, mais quand tu es un artiste un média, qui crée ton média, quand t'engages des frais quand tu vas interviewer un jeune artiste indépendant, et en fait comment tu rentabilises là-dessus. Tu vas faire du payant, tu vas demander à ton public de payer, c'est pas trop dans notre culture, donc tu vas bosser avec des marques, ou pire tu vas bosser avec des labels. C'est compliqué, donc je ne rejette pas la pierre, mais ce qui est sûr c'est que du coup entre les artistes qui sont un peu plus frileux qu'à une époque et les médias qui ont des économies fragiles, il n'y a pas grand chose. Moi j'ai l'impression que demain en fait il y aura que des... J'espère que je me trompe, mais qu'il n'y aura que des médias de marque, en fait. Qu'il n'y aura que des marques, qu'il y aura Nike qui va faire des interviews, Heineken, Apple. C'est mon cas aujourd'hui. Encore une fois, c'est pas une critique. Mais j'ai l'impression que demain, c'est ça, en fait. Qu'on va tous vouloir bosser pour des marques, que tous les journalistes vont... Parce qu'il y a plus d'argent, parce que tu es mieux payé, parce que tu as des meilleurs moyens. Et qu'en fait, demain, tu vas avoir une interview de Spotify, d'Apple, de Nike et de, je sais pas moi, Amazon, quoi. Mais en fait, je dis ça, mais on y est déjà un peu, quoi. Donc... ça pose des questions, parce que quand tu travailles pour une énorme marque comme ça, ça pose plein de questions. Moi, je ne me considère pas comme un journaliste aujourd'hui. J'essaye de mettre je pense faire un travail de journaliste, mais concrètement, je ne suis pas un journaliste, je travaille pour une marque. Donc déontologiquement, ça n'existe pas. Je ne peux pas être journaliste et bosser pour une multinationale, ça n'existe pas. Donc si c'est ça le modèle de demain, ça pose des questions sur ce que c'est que d'être un média. Ouais. Parce que moi, je pense à une nouvelle économie des médias aussi, parce qu'il y en a certains qui font payer pour juste des copies. Comme ça, moi, je déteste ça. Moi, en fait, voilà, ça, franchement, moi, je comprends que tu veuilles faire de l'argent, etc. Tout travail mérite salaire, mais jamais un artiste doit payer pour apparaître dans un média. Enfin, pour moi, c'est même contraire à ce qu'est un média. Tu es là, tu vas prendre ton micro ou ton cahier, ton dictaphone, et tu vas interviewer quelqu'un que tu aimes bien parce que tu crois en sa musique, mais pas parce qu'il te paye. Un label peut payer pour avoir une campagne sur ton site, enfin sur ton site ça n'existe plus même prendre des campagnes sur des sites, mais tu vois, j'en sais rien moi, faire un placement de produit de marque, ça moi, pas de problème, demain tu es youtubeur, tu fais une vidéo sur quelqu'un, il y a Oli qui te force à dire que c'est une super boisson, ok à la limite, tu vois, mais que tu demandes à un artiste de payer, moi ça j'avoue c'est un truc que j'ai beaucoup de mal à accepter. Après si les artistes sont ok, ils font ce qu'ils veulent de leur argent, mais je trouve ça c'est pas comme ça que ça doit marcher, et d'ailleurs souvent ça marche pas, et ouais ça doit, et puis en plus ça fausse tout l'aspect journalistique, tout l'aspect déontologique de la discussion. Donc non, ouais, moi, j'encourage pas les médias. Je sais que c'est compliqué de faire de l'argent, je sais que je pars d'une position privilégiée, je le sais, mais en tout cas, j'ai jamais fait payer un artiste pour quoi que ce soit, en fait. Et alors, une petite note un peu plus légère, oui. Pour après mener au débat public aussi. En t'écoutant parler dans le Mousecast ou même partout ailleurs, on a capté que tu étais fan de ciné. Oui. Voilà. Et c'est quoi ton film rap préféré ? Je pense que c'est 8 Mile. Okay. En vrai, je pense que pour moi c'est le meilleur film. Si on parle de film rap, film sur le rap. Après il y a des films avec des BO rap, mais le film sur le rap pour moi ça reste c'est lui le meilleur. Ouais. Hustle and Flow aussi. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu, très bon film Hustle and Flow, un peu méconnu. C'est pour ces films-là que la 3Six Mafia avait eu l'Oscar du meilleur film. Voilà. Et d'ailleurs, j'encourage tout le monde à aller voir le discours de la 3Six Mafia où ils avaient dédicacé George Clooney. C'était très cool. Mais 8 Mile reste pour moi le meilleur film rap. Et est-ce qu'il ne nous manque pas un vrai film rap français ? Et du coup, si oui, qui en France pourrait faire son 8 Mile ? Alors, le 8 Mile français existe. Ah ! Apparemment, tu ne l'as pas vu. Non. Et c'est pas grave. Je sais pas. C'est un film qui s'appelle Dans tes rêves avec DC's, qui est sorti vers 2005-2006, un très mauvais film. Mais c'est vraiment arrivé genre 1 an ou 2 ans après 8 Mile, et vraiment c'est calqué sur 8 Mile. Je suis allé voir au cinéma à l'époque à Melun, dans une salle vide. C'est aussi la vie que j'ai menée. Et très très mauvais film, mais c'est vraiment le 8 Mile français.
tu vois, avec tout ce que ça implique de français, tu vois. Donc je sais pas trop, mais par contre, plutôt que de Hate Match, je pense qu'on pourrait avoir un NWA français, tu vois, Straight Outta Compton, donc un film sur une ou des personnalités fortes du rap français, ça ce serait cool, tu vois. Et ça fait longtemps que ça parle d'un film sur la mafia qu'un free. Il y a eu le documentaire autour de DJ Mehdi. Bon, ça serait cool, c'est une histoire qui est quand même assez incroyable, mais franchement, un film sur IAM, ce serait trop bien. Un film sur, je sais pas, enfin, tu vois, sur l'entourage. Tu vois, je pense qu'il y a, en vrai, tant que c'est bien fait, je pense que toutes les histoires elles sont intéressantes. Même, tu vois, un Damso, quand même une histoire particulière. Tu vois, je pense que tout serait cool. Ce qu'il faut, c'est un bon réalisateur. La force d'Hate Mal, c'est que c'est un bon réalisateur. C'est Curtis Hanson, qui est un mec qui a fait LA Confidential, excellent film, tu vois. Et en fait, c'est ça, si t'as un bon réalisateur, même le film de 50, qui est assez cool, c'était Jim Sheridan, c'était un vrai bon réalisateur. Donc si tu mets des gens talentueux aux manettes, tu peux faire un bon film, quoi. Donc après, je sais pas quel réalisateur français pourrait faire un bon film sur le rap. C'est Audiard, peut-être. Jacques Audiard serait cool, peut-être. Voilà. Mais avec un free serait bien. Trop cool. Du coup, on va passer à l'échange public. Si ça te va aussi. Ça me va très bien, bien sûr. Du coup, je vais poser une question un peu générale. On en parlait en fait tout à l'heure, mais c'est quoi votre consommation de médias rap pour vous? S'il y a des gens qui veulent s'exprimer. Est-ce qu'ils ont un micro déjà ou... Ouais, je sais même pas. Apparemment non. Oh waouh. Ok. Du coup, il y avait une boîte à questions, je disais au début. Des gens veulent poser des questions, sinon peut-être ça peut être ça, non? Oui aussi. Ou pas, hein. Vous aussi, vous pose parlez. les questions de la boîte à questions et puis on revient vers vous, vous me dites. Moi, je pense qu'il faut qu'une personne pose la question et ça va. Il y a vraiment personne qui veut? Ah, voilà. Donc la question était. Tu veux pas la reformuler et moi je réponds? Non, je rigole, c'est bon. Non, en fait, effectivement, j'ai annoncé que j'allais sortir une émission sur le cinéma très prochainement. Et la question portait sur le fait que j'étais identifié comme un journaliste rap et que peut-être que j'avais envie de m'en détacher. C'est ça? Ouais. Et j'ai pas envie de me détacher du rap, comme je le disais. Franchement, j'aimerais toujours ça et je pense que j'en parlerai toujours. Par contre, je sais que j'ai envie, moi en tout cas, de parler d'autres choses et j'ai envie de faire d'autres choses. J'ai plutôt envie de me diversifier et j'ai pas envie que encore une fois, comme je disais, que ma vie professionnelle tourne qu'autour de ça. Là, c'était vraiment que ça, que le rap, tu vois. Genre quand il y avait un événement rap, ça changeait un peu. Enfin, ça, bref, c'était le centre de ma vie et ma vie pro en tout cas. Et je sens que c'est plus le cas, quoi. Je sens que tu vois, je suis moins... C'est normal, mais genre, si j'écoute pas un album, un gros album, le vendredi, mais que je l'écoute 15 jours plus tard, ça m'empêche pas de dormir, quoi. Avant, il y avait quand même un truc de... Je me souviens d'une fois, quand Hors Noir est sorti, j'étais en soirée, et j'ai dit aux gens, bon là, vas-y, il faut que je sorte là. Faut que j'aille écouter Hors Noir. J'étais vraiment obsédé par cet album-là qui venait de sortir, et j'ai plus vraiment ça aujourd'hui, et je pense que c'est normal, ce serait chelou, tu vois. Aujourd'hui, j'ai dit, voilà, il faut que j'aille écouter... Le EP de Winter Zuko, là, je me sens pas bien, tu vois. C'est plus ce que je ressens. Donc, mais par contre, j'aime toujours la musique, j'aime toujours ça, mais ouais, j'ai pas envie de m'en détacher, j'ai envie de me diversifier plutôt. Voilà. Et je pense que c'est ce que je vais faire, même dès la rentrée prochaine. Voilà. Il y aura d'autres choses qui seront pas uniquement autour du rap. Voilà. Ah, est-ce que je ferai encore comme Hors Noir pour l'album d'Amza? Je sais pas, hein. Alors, j'ai beaucoup aimé le premier extrait. Comme tout le monde, je crois, vu qu'il est numéro 1 partout. Mais oui, peut-être. En fait, je te dis la vérité, j'étais pas trop hypé par l'album. Et là, l'extrait, il m'a complètement remis dedans. Je me suis fait repiquer par Hamza en juste donc, je sais pas si je pourrais sortir de soirée pour aller écouter Mania, mais après, peut-être que je l'ai déjà écouté et que je suis en train de te mentir, en fait. Tu vois. Donc, voilà. Je pense que moi, aujourd'hui, je découvre de la musique de la même manière que vous, hein, sur les réseaux, tu vois. Donc oui, parfois, on va m'envoyer de la musique, on va me dire écoute ça, et je vais écouter, ou pas quand j'ai pas le temps. Mais je pense aussi, alors pour répondre à ta question, il y a deux questions un peu dans la tienne, c'est que comment je découvre de la musique, donc comme vous. Donc je vais avoir des coups de cœur, des trucs que je vais kiffer, des trucs connus, des trucs pas connus. Après, si on parle de playlist ou même d'interview, je pense qu'il y a des étapes, effectivement. Je pense que demain, tu te retrouves, tu es un jeune rappeur ou une jeune rappeuse, tu te retrouves dans le Code, ou dans Sikeo, ou dans Planet Rap, etc. C'est même pas de rendre service, parce qu'en fait, ces gens ne te connaissent pas. Si tu n'as pas encore, tu vois, assis une forme de légitimité quelque part, c'est compliqué. Et même moi, j'en ai fait, tu vois, on parlait d'interview de Serran, qui était pas, c'était pas SDM, mais je veux dire qu'il y avait quand même déjà
une carrière dans sa lane, en tout cas à lui, et qui s'est retrouvé genre en mode c'est qui ce gars-là? Donc en fait, et ça lui a pas rendu service au final. Je pense que ça lui a fait du mal cette interview alors que c'était vraiment pas le but. Donc tout dépend en fait, tu vois, je pense qu'il y a des étapes de ok maintenant même en playlist, tu vois, si on parle de la playlist, par exemple la playlist Le Code sur Apple Music qui est la plus grosse playlist sur Apple, j'ai déjà mis des jeunes artistes entre Tiakola et SDM, ça marche pas en fait. Parce que les gens qui vont écouter ces playlists-là vont avoir besoin d'être familiers avec les voix qu'ils entendent. Ou sauf quand il y a un tube qui est en train de... Mais, tu vois, c'est des playlists en fait assez mainstream. Donc, c'est un équilibre quand même entre là où on est l'artiste et toi, ce que tu veux faire dans ton émission. Donc moi, dans mon émission, parfois, effectivement, je reçois des artistes plus underground, mais c'est quand même des artistes qui ont déjà quelque chose, qui ont déjà un parcours, tu vois. Je pense qu'il y a, tu vois, il y a des étapes de médias même. Ce que je regrette un peu, on parlait des médias rap tout à l'heure, c'est qu'il y ait peu de médias aujourd'hui dédiés à l'émergence. Et en même temps, c'est compliqué de créer un média viable. À un moment, il y avait 1863, qui avait quand même ce truc-là, je trouve, moi, qui m'a fait découvrir des artistes, vraiment. Et j'ai l'impression que ça n'existe plus aujourd'hui. La Pépite, il y avait à un moment des choses comme ça. Donc je pense que tu ne peux pas demander la même chose au Code qu'à 1500. Je les mets là, mais en fait, je ne devrais pas les mettre là. Je devrais les mettre là, c'est plus par rapport aux typologies d'artistes qu'ils vont mettre en avant. Donc voilà, je pense que d'abord, il faut asseoir sa légitimité, comme en fait ça a toujours été le cas, comme il y a 30 ans en fait tu faisais des freestyles et tu faisais des scènes locales et puis après tu vois, donc voilà, pour répondre à ta question, je pense que c'est vraiment des étapes et que parfois c'est pas rendre service aux artistes que de les recevoir trop tôt dans leur carrière, ça donne une exposition sur un public qui en fait va se dire c'est qui lui, tu vois, c'est qui la Huisse, et du coup c'est relou quand les commentaires c'est que ça, tu vois, donc tu vois, je pense que c'est un équilibre à avoir, voilà. Ouais, là-bas. Moi, je suis vraiment pas d'accord. Je suis pas d'accord déjà, et je trouve, j'aime beaucoup Nazkid, mais je trouve que c'est un peu malhonnête de dire ça quand tu reçois toutes les semaines des artistes en live et que tu leur dis que c'est génial, tu vois. Je trouve ça un peu bizarre de dire que tout le monde fait de la merde alors que tu reçois des gens à qui tu dis que c'est top. Ça, c'est mon premier point. Et mon deuxième point, c'est que non, en fait. Évidemment que non, mais tout dépend de ce dont on parle. Est-ce que le sujet, c'est le rap mainstream est moins excitant qu'avant? Je suis d'accord. Est-ce qu'il y a de plus en plus d'albums qui sont un peu standardisés, tu vois, qui abordent un peu les mêmes mécaniques, ont les mêmes producteurs et les mêmes top lines? Oui. Mais le rap, c'est pas que le rap mainstream, tu vois. Donc moi, en fait, je me force pas à écouter Infinite, à écouter Myro, ou à écouter... Et ça, c'est sorti cette année, et c'est pas de la musique de merde. Et j'en cite 2, mais je pourrais en citer 10, 15. Donc moi, mon constat, il est plus sur l'industrie, qui me semble être dans un sale état, et qui me semble... avoir comment dire, mis des mauvais standards dans la tête de beaucoup d'artistes mainstream, mais j'ai pas l'impression que la musique elle soit merdique. Tu trouves que c'est merdique toi en ce moment? Donc tu vois, mais tu pourrais, hein, ça m'intéresserait, mais tu vois, moi je vois plein de bons albums qui sortent tous les mois, des bons albums de rap en fait. Donc du coup, j'aurais aimé qu'il précise un peu sa tech, puisqu'en fait dire tout le monde fait de la musique de merde, et je connais Nazkid, c'est un mec intéressant, donc je pense qu'il avait un truc en tête, mais comme j'ai vu que l'extrait TikTok, parce que je suis comme tout le monde, je consomme du contenu entre des chats qui pètent et des bébés mignons, du coup j'ai juste vu Nazkid qui dit c'est de la musique de merde, mais je pense qu'il y avait sûrement autre chose dans son discours, tu vois, mais en tout cas, dire ça, ça me semble faux et un peu limité, ou dans ce cas-là, arrête d'écouter du rap en fait, tu vois, mais tu vois, moi si le rap m'excite plus demain, j'en parle plus, mais non, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense qu'il y a plein de mauvais albums qui sortent parce qu'il y a trop d'artistes qui existent et qu'il y a trop d'albums qui sortent. Mais il y a aussi plus de bons artistes, il y a plus de mauvais artistes. En fait, il y a toujours ce truc de... Moi, même quand je fais beaucoup moins de live que Nazkid, mais quand j'en fais, il y a souvent dans le chat des gens qui disent « Ouais, franchement, le rap, on se fait chier en ce moment. » Et moi, je pense que ce constat un peu général, il est dû à la surabondance de musique, pas à la qualité ou à la non-qualité de la musique. Moi, je pense qu'il y a plein de trucs bien qui sortent, mais qu'en fait, il y en a trop, et que du coup, on est du père, et qu'on ne sait pas quoi écouter, et qu'on ne sait pas quoi regarder. Et du coup, on dit que c'est nul. Parce qu'il y a un album qui sort, et on passe, moi, mon album préféré l'année dernière, c'est l'album de Esprit Noir. J'ai l'impression qu'il est passé comme ça, tu vois, et que personne n'y est vraiment resté, et c'est normal, parce qu'il y a tout le temps des nouveaux trucs. Mais quand tu prends le temps d'écouter les choses qui te plaisent, c'est pour ça d'ailleurs, s'il y a des gens ici dont c'est pas le travail d'écouter de la musique, qui sont pas payés pour ça, ne vous forcez pas à écouter tous les albums le vendredi à minuit.
C'est pas grave si vous écoutez les albums quand vous avez envie de les écouter. Prenez le temps d'écouter les albums que vous aimez vraiment. Parce qu'en fait, ce truc-là de vouloir tout écouter, c'est un truc, à mon avis, qui fait du mal à l'appréciation de la musique. Et on a l'impression d'écouter que de la merde, alors qu'on écoute juste trop de trucs. Je pense que notre cerveau, il est pas fait pour écouter 8 albums par jour. Vraiment. Sauf quand t'es payé pour ça ou que t'es Laurent Garnier et que t'es un DJ mondialement connu, que tu dois jouer tous les soirs dans des clubs. Mais sinon, on peut prendre le temps d'écouter des albums et voilà, sans se précipiter sur tout ce qui sort, quoi. Voilà. Et je pense sinon ça nous donne un peu cette impression d'avoir de la musique merdique. Ouais, vas-y. Moi je t'entends. Waouh. Merci Bonsoir. beaucoup. Oh là. T'as parlé de 2 étapes du rap, 2 âges d'or entre guillemets du rap, et moi ça me fait penser à un sujet que je pense que t'as peut-être pas abordé, mais t'as sûrement ton avis là-dessus. On a longtemps dit que le rap d'avant était contestataire, était politique, était tout ça, et que maintenant le mainstream ne parle plus politique, ne porte plus de message et ne conteste plus rien, ou en tout cas qui veut se moduler, se mouler à certains codes, à certains moules pour rentrer dans le mainstream, pour faire du chiffre, pour faire de la vente. Est-ce que tu penses que c'est incompatible d'être mainstream et en même temps porter des messages politiques ? Et si c'est pas le cas, comment ça pourrait l'être ? Parce que je sais pas si c'est que mon avis, mais j'ai l'impression que ça se perd, ou qu'en tout cas il y a moins de visée politique et de messages contestataires portés par les artistes et les titres mainstream aujourd'hui, même si c'est dommage. Je sais pas ce que t'en penses, j'avais envie d'avoir ton avis. Ouais, bah déjà j'aimerais juste dire que le rap, quand je parle de rap global, il est pas forcément contestataire, tu vois, genre historiquement, le rap il est aussi festif, tu vois, j'aime bien parler de, évidemment le premier tube de rap c'est Sugar Hill Gang, Rapper's Delight, c'était un truc, on faisait la fête, tu vois, j'aime bien dire qu'en 79, il y a un mec qui s'appelle Beaufly qui a fait un album qui s'appelle Porno Freak, c'est un album de porno, tu vois, donc juste, le rap c'est aussi ça, tu vois, c'est aussi un truc parfois qui peut être grivois, etc. Maintenant tu pourrais me dire, oui mais le simple fait que ces gens-là, fin des années 70, début 80, ils prennent la parole, c'était déjà politique, et t'as raison en vrai, tu vois, donc en France, par contre, on a vraiment pris, tu as raison, ce truc un héritage très new-yorkais, très contestataire, très politique, je pense, à cause ou grâce aux groupes des années 80, tu vois, IAM, NTM, Assassin, qui ont vraiment été influencés par Public Enemy, etc. Donc c'est vrai que du coup, le rap des années 90-2000, il a été assez politique et engagé. Et en même temps, il était mainstream, parce que, tu vois, je parle d'IAM, l'école du micro d'argent, c'est 1 million d'albums vendus à l'époque. Donc c'était mainstream. Très peu de gens font 1 million d'albums aujourd'hui, et en même temps, pourtant, sur leurs albums, il y avait des petits frères, Pas nés sous la même étoile, etc. Donc, est-ce que c'est compatible ? Je pense que oui. Par contre, je pense que l'ère a changé. Je pense que aujourd'hui, les rappeurs sont moins politisés qu'ils étaient dans le passé. Tu vois, je pense qu'il y a un truc, je ne veux pas faire de sociologie de comptoir, mais je pense qu'il y a un truc un peu de désenchantement politique où, tu vois, dans les années 90, le grand méchant, il était clair, c'était Jean-Marie Le Pen. Genre vraiment, tu prends les textes de rap, c'était Le Borgne, Jean-Marie Le Pen, le FN, etc. Dans tous les textes, dans tous les albums. Après, c'était Sarkozy. Le rap des années 2000, vraiment, Sarkozy, c'était le grand méchant du rap. Et après, ça a été plus personne, tu vois. En fait, le rap est devenu autre chose, un peu plus léger, un peu plus... Et ou quand on parlait du Front National, c'était pour dire que Marion Maréchal, elle était sexy, tu vois. Genre, on a eu plusieurs morceaux de rap, quand même, où finalement, le discours anti-FN à l'époque, c'était pas encore le RN, c'était ça, quoi. C'était genre... Donc ça montre à quel point le discours, il a changé, et à quel point c'est plus un ennemi, c'est devenu juste une meuf avec qui on a envie de boire un coup, quoi, tu vois. C'est quand même révélateur d'un truc qui a changé. Est-ce que je le regrette ? Je peux pas être complètement malhonnête et dire ouais c'est relou les rappeurs, parce que moi je fais partie des gens qui ont dit foutons la paix aux rappeurs, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, j'ai pas envie qu'on les oblige à être engagés s'ils ont envie de parler d'autre chose, tu vois. Maintenant, dans le moment où on est aujourd'hui, je pense que c'est dommage et même dommageable que les artistes ne prennent plus la parole, tu vois. Dans une époque où on a des gens qui viennent en concert de rap et qui sont ouvertement d'extrême droite, qui sont ouvertement racistes, il faut prendre la parole. Mais si tu prends la parole, tu te mets à dos ces gens-là, et donc potentiellement tu remplis moins de salles et tu vends moins d'albums. Donc on est vraiment dans ce truc-là, et tu vois, je pense que c'est une question qu'on se pose parce que c'est le genre rap, mais je pense que toutes les grandes pop stars de France savent qu'ils ont dans leur public des gens chelous, tu vois. Ils s'en accommodent, ils disent bon voilà, mais dans le rap c'est un peu c'est même pas un peu, c'est complètement incompatible. Donc on est un peu à ce truc-là où d'un côté on veut être super pop, mais de l'autre quand t'es super pop, t'es aussi écouté par des gens qui ne te ressemblent pas.
la dernière fois je disais ça, je me disais mais c'est sûr qu'il y a des racistes qui aiment bien Spike Lee, tu vois. C'est sûr que ça existe, tu vois. Il y a cette aberration là, c'est sûr que, tu vois. Donc en fait, quand tu fais de l'art aussi à un moment, tu contrôles plus ton œuvre, tu vois. Donc c'est dans quelle mesure les rappeurs veulent contrôler ça justement et veulent contrôler jusqu'où le message va et est-ce que c'est cool de remplir des salles à tout prix, tu vois. Même moi, à mon petit niveau, je me suis posé la question. Des fois, les quelques fois dans ma vie où j'ai pris la parole sur des sujets comme ça, j'ai eu des gens qui me disaient mais Mehdi, tu me déçois. Genre les gens pensaient vraiment que j'étais d'extrême droite. Je me dis mais comment j'en suis arrivé là quand même, tu vois. Mais donc en fait, tu te rends compte aussi que tu es suivi par des gens qui n'ont pas les mêmes opinions que toi à la limite, mais quand ils sont à l'opposé de toi, c'est un peu chelou. Donc ça pour le coup, je pense qu'il y a une responsabilité du rap, pas uniquement des rappeurs, mais du rap, de se dire est-ce qu'on veut vraiment parler à tout le monde. Et c'est pour ça que ouais, je le regrette. Je suis pas en train de dire que tous les rappeurs doivent prendre la parole, parce que les artistes font ce qu'ils veulent, et ce serait même abusé de dire aux artistes ce qu'ils doivent faire. Mais je pense qu'il y a quand même un moment là, dans le rap, où il faut se poser la question de est-ce qu'on a vraiment envie de continuer à parler à tout le monde à tout prix, quoi. Merci. Je t'en prie. Alors je ne sais pas si ma question est très pertinente, mais très dernièrement on a eu la 3e édition des Flammes, donc la cérémonie consacrée au rap. Sans rentrer dans les débats et peut-être l'avis, parce qu'elle a fait beaucoup parler, est-ce que tu as un avis sur les bienfaits que pourrait avoir une cérémonie rap, le pourquoi, l'utilité et peut-être un autre format aussi, parce que là les Flammes sont très critiquées. Ouais, j'étais pas moi, cette cérémonie, mais j'ai vu que ça a été très critiqué. En fait, moi à la base, j'étais trop content que ça existe, vraiment, et même j'étais même presque jaloux de pas en être, tu vois, j'étais en putain c'est trop bien et tout, c'est cool que ça existe, tu vois, mais ce que je regrette, et je dis pas que c'est facile de faire mieux, en fait on a voulu une cérémonie, moi le premier j'étais en mode il faut une cérémonie, et au final on a eu une cérémonie. Et en fait, une cérémonie, c'est chiant. Tu vois, mais toutes, hein. Même nous, on est en France, on est là, ouais, les Grammys, c'est trop bien. Les Grammys, c'est chiant. C'est interminable, il y a trop de catégories, tout le monde s'emmerde. Juste, il y a des perfs cool. Et en vrai, sur les 2 premières éditions des Flammes, je trouve qu'il y a eu des perfs cool, des performances. Là, il y en a eu un peu moins, à mon avis. Mais c'est un peu ça le problème, c'est que tu vois, en fait, ça devient vraiment une cérémonie avec les gens checkent les outfits et regardent les performances et sont sur leur téléphone pendant 3h30. Bon. Moi, je trouve ça cool de célébrer le rap à un moment où, justement, on en avait besoin, on se plaignait beaucoup des victoires, etc., et du fait que le rap n'était pas célébré alors qu'il devenait la musique numéro 1. Maintenant, je suis un peu partagé, c'est-à-dire que d'un côté, j'ai envie que ça marche, j'ai envie que ce soit bien, et je vois pas, en vrai, qui serait plus légitime que Yard et Bouscapé à le faire, tu vois. Genre, Yard, c'est un média qui a fait des événements mortels, Bouscapé, c'est le média rap numéro 1 historiquement, mais force est de constater qu'il y a des choses qui vont pas. Je sais pas, je pense que moi j'aurais aimé peut-être une autre animation, j'aurais aimé peut-être une cérémonie un peu plus différente, tu vois, un truc plus marrant, plus divertissant, mais c'est sûrement beaucoup plus simple à dire qu'à faire. Donc voilà, moi en tout cas, je suis content que ça existe, sans bourrer, je suis content que ça existe, j'ai pas envie que ça s'arrête, tu vois, mais j'aimerais bien que ce soit juste. En fait, moi ce que je recherche, c'est un divertissement. Moi, si je regarde, par exemple là, le jour des Flammes, j'ai pas pu. Enfin, je pensais que j'allais pas pouvoir regarder parce que je suis en train de déménager en ce moment. Donc, juste avant, j'étais dans mon nouvel appart. Donc, je rentre chez moi un peu tard, 21h, et je me dis, bon, vas-y, je vais regarder sur YouTube. Et jusqu'à 21h45, ça n'avait pas commencé. Donc, j'ai mis autre chose. Voilà. Donc, j'ai juste regardé des résumés après. Mais c'est pour dire qu'en fait, en termes de divertissement, genre, c'était pas satisfaisant, en fait. Et moi, c'est ça qu'il y a un peu un truc de, si on fait une cérémonie, viens, on en fait un truc où on fait la fête, justement, où on célèbre ça plutôt que où on se regarde en chien de faïence et on check nos outfits, tu vois. Et c'est ça un peu qui me dérange, c'est que je ressens pas le côté célébration du rap. Et même, j'ai vu plein de gens qui sont venus, qui ont fait des discours plus ou moins émouvants, plus ou moins sérieux, c'est cool, mais en fait, au bout d'un moment, j'avais un peu l'impression de dire, bon, est-ce qu'il n'y a pas un cahier des charges d'être le discours émouvant et de se dire, ok, c'est bien, c'est cool, on est là pour le rap. Mais en fait, on sait qu'on est là pour le rap. Maintenant, venez, on célèbre le rap, en fait. Et donc, du coup, je trouve que la promesse est cool, mais le divertissement n'est pas au rendez-vous. Et ce qu'on aime chez les Américains, parce que c'est ça qu'on regarde, c'est le divertissement en fait. Et là, pour l'instant, en 3 éditions, je ne l'ai pas trop eu, quoi. À part quand Shai a fait un live mortel la première année, où tu vois, mais sinon, c'est un peu rare, quoi, malheureusement. Mais je soutiens à fond l'initiative.
je crois qu'il y a quelqu'un ici après. Oui. Mais vas-y, prends. Salut. Oh, putain, Wow. c'est fort. Pardon. Pardon, on va donner le micro ici, pardon. C'est pas c'est- possible de parler comme ça. Ouais, je vais parler tranquillement. Tout à l'heure, tu avais dit que le rap était dans une situation un peu de gueule de bois et que donc sa popularité était un peu en train de ralentir. Et personnellement, j'ai l'impression qu'il manquerait peut-être un peu plus de tête d'affiche, comme par exemple avec la nouvelle génération. Et donc en fait, la question que je me pose, c'est est-ce que tu ne penses pas que des artistes donc, américains, comme par exemple XXXTentacion, Juice WRLD, encore Pop Smoke, n'avaient pas leur rôle à jouer pour aujourd'hui continuer à faire évoluer le rap? Donc moi je te renvoie une question, est-ce que tu penses que finalement les innovations rap, elles viennent d'abord des États-Unis du coup? Pas forcément, mais là en fait, parce que là j'ai cité ces 3 artistes parce que c'est des artistes qui m'ont vraiment influencé. C'est grâce à ces 3 artistes qu'aujourd'hui je suis devenu un fan de rap entre guillemets. Et c'est aussi des artistes qui ont eu une popularité énorme après leur mort. Et donc en fait c'est un peu ça la question que je me Ouais, pose. non, complètement. Bah, c'est dur à dire, hein. Tu sais pas, c'est dur de savoir ce qui aurait pu se passer pour eux. Ce qui est sûr, c'est quoi, ils ont eu un impact énorme. Surtout, je trouve, X et Pop Smoke sans remettre en cause Juice WRLD, mais j'ai l'impression que, peut-être je me trompe, mais que son impact en France notamment a été un peu moindre. Peut-être que je me trompe, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais Pop Smoke, c'était n'importe quoi, c'est clair. Vraiment, moi-même, je trouve Pop Smoke, ça faisait longtemps qu'un rappeur américain n'avait pas eu autant d'impact et de succès en France, tu vois. Ça faisait vraiment longtemps. Maintenant, je sais pas. Parce que, encore une fois, moi, je suis pas du tout, comment dire, négatif sur l'état du rap et l'état des jeunes rappeurs en France. Je suis pas en train de me dire que c'est moins bien qu'avant. Donc, je sais pas, tu vois. Je vois plein de qualités aujourd'hui. Je vois pas. C'est pas la qualité qui manque en fait. C'est plus des problèmes liés à l'industrie, liés, tu vois, au rap mainstream qui me semble en fait être beaucoup trop dominant et de moins en moins intéressant artistiquement. Voilà le souci, mais tu vois, je trouve qu'il y a plein de trucs cool en fait. Donc je sais pas si Pop Smoke, Juice WRLD, X aurait pu, tu vois, enfin, ce que ça aurait changé pour le rap actuel. Franchement, j'en sais rien, tu vois. Et c'est des questions qu'on se posait déjà même avant avec Tupac, Biggie et tous les artistes talentueux qui nous ont quittés. Je sais pas, franchement, je sais pas du tout. Ok, très bien. Bon, merci quand même pour la réponse. Je t'en prie. Je crois qu'il y a quelqu'un qui levait la main ici, ouais. Je crois. Au premier rang, vraiment le plus relou pour toi. Hop là, bonsoir. J'avais une question, parce qu'on a rapidement évoqué la communication des rappeurs pendant la conférence. Et ce qu'on remarque depuis, je dirais, 4-5 ans, c'est que là, par exemple, actuellement, on a SDM et Tiakola chez Squeezie. On a Aye Finzerbe qui ressemble peu ou prou à une sorte de télé-réalité. Pareil avec les gens d'industrie, avec Bangers, où c'est vraiment une espèce de façon de montrer un peu une sorte d'entertainment sur la création musicale. Est-ce que finalement, la figure du rappeur et des artistes rap, elle est maintenant liée aussi au fait de devenir aussi un entertainer, quelqu'un vraiment qui va faire du divertissement et qui va se mettre en scène pour aussi continuer à faire vivre sa promotion et sa communication? Est-ce que l'artiste peut plus se suffire à lui-même aussi dans sa figure d'artiste? Ben, je pense que pas forcément. Il y a des contre-exemples, tu vois, à ça. Bon, la semaine dernière, on a perdu un artiste majeur, tu vois, Werenoi en l'occurrence, paix à son âme. Et c'est quelqu'un qui était très très dominant en termes de vente, etc. et qui faisait rien en termes de promotion, tu vois. Je crois qu'il a fait une seule interview, c'était avec Léa Salamé sur France 2, je crois, à l'époque. Donc, tu vois, c'est un contre-exemple. Et évidemment, on peut citer les PNL, on peut citer les Jul, qui en fait sont invisibles. Et c'est une volonté de leur part dans les médias. Donc non, je pense que c'est des choix, tu vois. C'est des choix personnels. Mais moi, en tout cas, ça me dérange pas que le rap prenne ce pli-là un peu entertainment. Enfin, moi, je suis un grand fan de rap américain à la base, et je voyais, tu vois, dans les années 2000 et 90, des Redman et Method Man qui faisaient des MTV Cribs, qui faisaient des conneries, qui faisaient des films. Donc, quand c'est bien fait, tu vois, moi, l'imposteur avec Squeezie Tiakola, je l'ai regardé, j'ai pris du plaisir, voilà, je te le dis. Donc, ça m'a diverti. Donc, ouais, quand c'est bien foutu, tu vois, Aye Finzerbe, je trouve que c'est trop bien, tu vois. Quand c'est bien fait en fait, et quand c'est pas contre nature justement, je pense que c'est tout l'enjeu. Quand on voit un artiste quelque part qui a pas envie de le faire, ça se voit et c'est pas bien. Et c'est valable pour tout, c'est valable pour les interviews, c'est valable pour le divertissement, c'est valable pour tout. Quand les gens ont envie de le faire, ça donne des trucs qui sont cool, tu vois. SDM pour le coup, il a fait beaucoup de choses. Tu vois, il a fait McFly et Carlito aussi, il a fait, tu vois, et c'est pas déconnant quand lui le fait et reste lui-même en fait.
Et j'ai l'impression que lui, c'est complètement le cas. Donc, mais je pense que c'est pas obligatoire, hein. Il y a plein d'artistes qui le font pas, tu vois. Et j'imagine pas La Fève aller chez Amixem, tu vois. Et pourtant, ça ne l'empêchera pas de vendre des disques, tu vois. Donc, je pense que c'est une question de profil. Il y a quelqu'un juste derrière toi. Bonsoir. Bonsoir. Tant qu'on est dans le divertissement, justement, je me posais une question tout à l'heure par rapport aux artistes. C'est moi. C'était moi, je pense. Ah, okay. Aux artistes émergents, et je voulais savoir ce que tu pensais du concept de nouvelle école. Enfin, que ce soit le concept, le fait de donner de la visibilité à travers la plateforme Netflix. Ouais. Comment c'est fait? Est-ce que c'est fait pour les bonnes raisons, etc. Franchement, en vrai, je pense c'est toujours pareil, il faut savoir ce que tu regardes. En vrai, Nouvelle École, c'est la nouvelle star version rap. Ils cherchent une star. Donc, du coup, avec tous parfois les mouvements un peu ringards de caméra, les trucs de confessionnal et tout, en fait, c'est juste, effectivement, pour le coup, c'est vraiment des ressorts de télé-réalité, mais en même temps, ça a changé des carrières, tu vois. Le fait que Youssef Swatz gagne la dernière, ce qui, pour le coup, est un contre-exemple de ce que je viens de dire, parce que j'ai dit nouvelle star, et lui, il a fait un truc de rappeur, il a gagné avec ça. Bon, ben, sa vie, elle a changé. C'est un rappeur que moi et que plein de gens connaissaient depuis longtemps, et en passant d'une nouvelle école, en montrant son talent, maintenant il se retrouve à remplir des salles qu'il ne pouvait même pas envisager dans le passé. Donc voilà, je pense qu'en termes de divertissement, franchement, moi je te mentirais si je te disais que je regarde pas. À chaque fois je regarde et je me prends au jeu quand même. Je suis en mode, qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Donc j'aime bien, mais je suis pas naïf sur ce que je vois. Et effectivement, c'est un truc quand même où tout est vachement monté, on cherche une star. Tu vois. On cherche quelqu'un qui va demain pouvoir être signé, remplir des salles et faire des hits, quoi. Donc c'est pour ça que Youssef, c'était vraiment un contre-pied un peu malin à tout ça. Mais en fait, il y a tellement aujourd'hui, il y a tellement peu d'endroits où quand t'as une lumière, tu peux avoir une lumière en tant qu'artiste indépendant et genre ça peut changer ta vie. Il n'y en a pas 10 000 en fait. En gros, il y a Nouvelle École, il y a si Seb Lafrite fait une vidéo sur toi, et il y a si tu fais une trend TikTok sur l'artiste. Mais en gros, il n'y a pas 10 000 trucs. Moi, demain, je fais une interview d'un artiste que personne ne connaît, je vous garantis que ça ne change pas sa vie. Ça va ramener quelques auditeurs et auditrices, j'espère, mais c'est pas ça qui va. Il y a très peu d'endroits où vraiment c'est archi précurseur au point où tu touches vraiment énormément de monde, tu vois. Et ouais, le curateur le plus influent du rap français, c'est Seb Lafrite, qu'on le veuille ou non. C'est lui qui fait des carrières, tu vois. Il n'y a pas beaucoup d'exemples comme ça. Donc voilà, donc en fait, quand tu vraiment veux toucher la masse, il n'y a pas 10 000 endroits. Donc pour moi, Nouvelle École est un endroit qui me semble cool, il y a des gens cool dedans, tu vois, il y a un jury cool. Voilà, ça reste de la télé, un peu des années 2000, je trouve, mais ça marche. Voilà, je t'en prie. J'avais une question, je ne sais pas si tu en parles dans ton livre, mais je voulais savoir ton avis sur l'évolution des rappeuses dans la scène rap francophone. Là, en ce moment, je pense que tout le monde a Théodora dans les oreilles, mais je voulais savoir ton avis, du coup. Franchement, je trouve qu'il y a quand même... c'est un peu paradoxal, parce que d'un côté, on a peut-être... moins d'artistes féminines vraiment mises en avant dans les médias, en fait, tu vois, genre il y en a très très peu, et en même temps il y en a de plus en plus en fait qui prennent le micro, parce que vraiment moi pour écouter du rap depuis quelques années, il y avait moins de rappeuses dans les années 2000, il y en avait par contre elles étaient plus exposées en fait, c'est-à-dire que il y avait évidemment Diams, il y avait Princesse Agnès, il y avait un truc, tu sais, où c'était Strauss, Bams, tu vois, il y avait un truc où globalement elles étaient dans les médias, elles existaient. Là j'ai l'impression que il y a un truc quand même très indé pour la plupart d'entre elles. En fait, il y a Shai qui est devenu mainstream, mais même Théodora en réalité, bon là c'est devenu énorme, mais c'est quand même un projet qui est super underground à la base et presque alternatif pour reprendre le terme. Il s'avère que bon, la musique est trop bien, donc tout le monde kiffe et tant mieux, mais en réalité c'est presque une anomalie que ça marche autant dans cette industrie-là en fait. Ce qui d'ailleurs donne de l'espoir, je trouve, sur le fait que des artistes comme ça puissent émerger et fédérer autant de gens différents autour d'elle en l'occurrence. Mais il y a un truc qui est réel, c'est que c'est plus compliqué, voilà, j'enfonce une porte ouverte, c'est plus compliqué pour une rappeuse que pour un rappeur, mais pour plein de raisons, parce qu'en fait ça reste, ici par exemple, je trouve que j'ai l'impression qu'il y a un public assez mixte, il y a
des mecs, des meufs. Moi, j'ai l'impression qu'en tout cas sur Internet, les gens qui commentent le rap, souvent c'est très masculin. Moi, en tout cas, je parle pour moi, j'ai accès aux stats, je vois les gens qui suivent, qui commentent la chaîne YouTube, etc. C'est beaucoup de mecs. Donc, quand t'es une meuf, t'es quand même souvent confronté à un public qui est majoritairement masculin. Donc, qui est souvent plus violent avec toi qu'avec un mec, qui est souvent plus intolérant aussi. C'est-à-dire qu'en fait, tu as moins droit à l'erreur. Que tu sois une rappeuse d'ailleurs ou une journaliste, ou parce que pour avoir travaillé avec plusieurs journalistes femmes, le nombre de fois elles se sont fait tailler sur, soit parce qu'elles ont eu le malheur de faire une erreur, du coup elles connaissent rien en rap, quoi. Moi je fais une erreur, c'est pas grave, tu vois. Ou alors pour de se faire tailler sur d'autres choses. C'est-à-dire que moi vraiment, je crois que jamais j'ai eu un commentaire sur mon physique, tu vois. Ou alors si un mec a dit ouais t'as pris un peu de poids, voilà, bon, c'est pas très grave, tu vois. Toutes les meufs avec qui j'ai bossé, c'est systématique, tu vois. Systématique. Donc du coup, je pense qu'il y a un truc qui fait que globalement l'industrie elle est plus violente, tu vois, vis-à-vis des femmes. Donc c'est plus compliqué aussi pour elles, non pas de prendre la parole, parce qu'il y en a plein qui prennent la parole, mais c'est plus compliqué, je pense, pour elles d'accéder à un statut un peu plus populaire, tu vois. Parce qu'en fait, là aujourd'hui, tout le monde, tous les médias, parce qu'on parlait des médias arabes, veulent avoir Théodore en interview. Elle fait rien parce qu'elle n'a pas besoin de nous, mais si elle n'avait pas eu ce tube et cette hype-là, personne ne la calculerait en fait, à part Sandra Gomez. Mais c'est ça la réalité, tu vois. C'est qu'en fait, aujourd'hui, la plupart des médias rap, et ça va boucler sur ta question tout à l'heure, ils vont là où en fait où il y a un truc à faire, où il y a du buzz pour potentiellement faire du clic, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, il y a peu de femmes qui ont cette hype-là, pas parce qu'elles manquent de talent, mais parce qu'en fait, c'est trop compliqué pour elles. Il y a trop, j'ai l'impression, de couches entre le public qui va être violent, l'industrie qui va être violent, et donc c'est ça pour moi qui est un peu paradoxal entre d'un côté, je vois de plus en plus on parlait de Baby Solo 33 tout à l'heure, etc., de femmes qui prennent la parole, mais j'en vois pas beaucoup plus dans les médias, tu vois. Donc c'est un peu ça qui est compliqué, je trouve. Ou alors quand on a une qui va percer, les médias vont s'en emparer, genre Chila à l'époque, et c'est genre la rappeuse féministe parce qu'elle a fait un morceau où elle parlait de ça, tu vois. Et elle-même te le disait, elle me l'avait dit en interview, elle m'a dit mais moi en fait, oui, je me considère comme féministe, mais je veux pas être réduite à ça en fait. Donc c'est là où en fait il y a un peu ce paradoxe là, tu vois. Et je pense que je veux dire, j'inclus tout le monde dans le problème, y compris moi, sur le fait que c'est à nous en fait de rendre les choses plus accessibles en fait et de donner la chance à tout le monde en fait. Mais c'est vrai que voilà, il y a un peu cette difficulté là qui est très réelle en France et pour le coup pas du tout en Angleterre ou aux États-Unis par exemple où il y a énormément de femmes. Alors mais certes c'est un pays plus grand, mais même tu vois, il y a des publics qui sont différents, qui sont beaucoup plus, j'ai l'impression, ouverts. L'Angleterre par exemple, qui est un pays qui fait pas 3 fois la France, il y a beaucoup plus de femmes qui existent dans les scènes rap et R&B par exemple, et qui prennent la parole et qui sont invitées dans les médias et qui sont influentes, etc. J'ai envie de voir le verre à moitié plein et de me dire qu'on arrive à ça en France, tu vois, mais ça reste encore compliqué, c'est clair. Je t'en prie. J'aimerais bien avoir ton avis sur l'intelligence artificielle, l'impact que ça a sur les plateformes de streaming, sur la création, etc. Si tu vois ça plutôt d'un point de vue positif, négatif, si ça t'inquiète pour l'avenir. Voilà. Déjà, je suis allé voir le dernier Mission Impossible tout à l'heure et ça parle de l'intelligence artificielle. Voilà, donc je conseille à tout le monde d'aller le voir. C'est très très mal écrit, mais les cascades sont géniales. Voilà. Et pour répondre à ta question, moi, pour être très honnête sur la musique, ça m'inquiète un peu, mais je pense parce que je suis pas musicien. Je parlais de ça il y a pas longtemps avec Piprod. Je sais pas si tu vois qui c'est, qui est un producteur, travaille beaucoup avec les gens d'industrie, que j'avais découvert à l'époque à Kikessa. Et lui, pour le coup, qui est super positif là-dessus. En fait, qui utilise l'IA. Pourtant, il produit depuis longtemps, mais il utilise l'IA dans sa musique. Il a plusieurs logiciels d'IA. En fait, il dit ouais, c'est un outil. En fait, je pense que tu sais, il y a un peu. C'est lui qui me disait ça. Donc là, je parle en son nom. J'espère ne pas trahir ses propos. Il me disait finalement, c'est comme tu sais à l'époque quand les machines sont arrivées dans la création musicale. Il y a eu une époque où en fait, tu faisais pas de la musique avec un ordinateur. Tu le faisais avec des instruments. Et quand des gens ont commencé à faire de la musique avec des ordinateurs ou des machines, il y a eu un peu un truc de ouais mais c'est pas vraiment de la musique, t'es pas vraiment un musicien en fait. Et pourtant tout le rap de base repose là-dessus, repose sur des mecs qui samplent et qui bossent sur des machines. Pareil pour la musique électronique, c'est quand même deux genres qui sont nés dans la fin des années 70, début 80, qui sont nés grâce aux machines. Et donc finalement, est-ce que c'est pas la même chose, tu vois ? Est-ce que finalement demain,
il n'y a pas aussi des gens qui vont être très talentueux et qui vont être ceux qui vont le mieux se servir de l'outil IA, ce qui n'empêchera pas un bon musicien d'exister en fait. Mais, parce que ouais, je posais la question à plus proche, je disais, mais moi si je fais un bon prompt demain, est-ce que je peux sortir une prod G-Funk comme Dr. Dre en 93? Il m'a dit, ouais, tu peux, c'est pas dur, tu peux le faire, je peux te la faire maintenant. Maintenant, ce qui fera que tu seras quelqu'un de différent et de plus talentueux et d'innovateur, c'est ce que toi tu vas amener en plus par rapport à ce que l'IA va faire. Je pense que c'est juste ça, tu vois. Maintenant, moi je suis pas un musicien, donc d'un point de vue extérieur, ça me fait un peu peur. Ce truc de se dire, dis-moi, enfin tu vois, même de voir ces morceaux fake créés à base, tu vois, ces featuring mythos entre Drake et The Weeknd où le truc est tellement bien fait, et en même temps, j'étais un peu content d'entendre des nouveaux morceaux de Jay-Z, tu vois. Je me dis, putain, c'est cool, mais sauf que c'est fake, tu vois. Donc il y a un truc même plus globalement, je trouve aujourd'hui, même de rapport à la vérité, tu vois, à la réalité. Qu'est-ce qui est réel dans ce que tu vois, dans ce que tu écoutes? Et je trouve que l'IA, ça pose vraiment cette question-là où tu sais pas vraiment, tu vois. Même, je reviens sur le clash Drake-Kendrick, quand Drake fait le premier clash, là, Push-Ups, je crois qu'il s'appelait, on se demandait si c'était lui ou c'était une IA. C'est quand même révélateur, tu vois. Pourtant, c'était lui, en l'occurrence, mais c'est révélateur de comment même on va appréhender la musique. Donc ouais, ça me fait peur, mais je pense que ça me fait peur parce que justement, je vois pas le positif. Mais moi, j'aime pas. Je pense qu'il faut toujours. De toute façon, c'est inévitable. C'est comme tu sais à l'époque quand la musique en ligne est arrivée dans les années 2000 et qu'il y a des gens qui étaient en mode non, c'est pas bien, on veut continuer à vendre des CD. En fait, à un moment, quand il y a une innovation technologique et que les gens s'en emparent, tu peux rien faire contre ça. Donc je pense que l'IA, c'est que le début dans le monde et aussi dans la musique. Donc après, c'est comment on la régule. Comment aussi on fait gaffe à tout ce qui est droit d'auteur, tu vois, parce que c'est ça aussi le problème aujourd'hui, c'est que tu as des morceaux qui sont uploadés avec des faux blazes, tu vois, donc ça c'est vraiment dangereux. Mais après, je pense qu'à terme, une fois qu'on aura réglé cette partie-là, comme à l'époque on a réglé le piratage avec le streaming, je pense qu'il va falloir régler cette question de propriété intellectuelle. Mais après, je pense que ce serait un outil en fait, tu vois. Et j'ose espérer que des choses bonnes en ressortiront, et je pense que c'est déjà le cas, si des producteurs comme Kiprod l'utilisent. Je pense que ça doit être le cas dans le monde entier et que plein de producteurs doivent justement y voir du bon en fait. Voilà. Il y a un maillot de la Juve époque, je pense qu'il faut qu'il prenne la parole si je peux me permettre. Il est floqué le maillot ou pas? Ouais, évidemment. Tu as fait exprès? Exprès. Ah bah oui. Désolé, du coup je profite du fait que tout à l'heure on a évoqué Théodora rapidement et je voulais reboucler par rapport au sujet de ton livre, le rap a gagné, à quel prix? Quand Théodora a explosé, il y a eu un peu ce débat aussi qui a eu lieu sur des sous-genres, je ne sais pas si tu l'évoques dans ton livre, désolé je ne l'ai pas encore lu, mais notamment sur le bouillon. Du coup forcément Théodora explose, le bouillon est de plus en plus exposé, et il y a ce côté du maintenant que c'est populaire, tout le monde peut se l'approprier, à quel point c'est positif ou négatif, parce qu'on sait très bien que dès qu'il y a un sous-genre qui explose, la drill, la jersey, les gens ont tendance un peu à le poncer à la mort. Sauf que là, on parle d'une musique qui est caribéenne et qui forcément a des codes, on va dire, ethniques. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'il en est? Quels sont les vices? C'est un sujet effectivement qui est super intéressant, mais qui est un peu épineux. Je ne veux pas parler à la place des personnes caribéennes, mais moi, j'ai tendance à penser que quand c'est fait avec respect, tu vois, que c'est pas fait avec mépris, que ça reste finalement un exercice artistique. Tu vois, Vald l'a fait sur son album. Ça n'a pas créé tant de débats que ça, j'ai l'impression. Peut-être parce qu'il l'a fait avec respect, avec le producteur Benjé, etc., qui connaît bien cette musique-là. Je sais pas. Mais dans ce cas-là, finalement, si on parle d'appropriation culturelle, est-ce que même en 85, Akhenaton avait le droit de faire du rap? Puisque c'est une musique new-yorkaise avec ses codes à la base, tu vois. Et d'ailleurs, le rap français, au début, à bien des égards, c'est un peu du plagiat, voire du mimétisme du rap américain de l'époque, tu vois. Et au final, on s'en est affranchi. Aujourd'hui, le rap français, francophone, ça existe. Donc tu vois, je suis un peu partagé là-dessus. C'est que je pense qu'effectivement, il faut respecter les musiques, tu vois, et ce truc d'appropriation culturelle, il est réel. Mais en même temps, tout dépend de comment c'est fait. Et comment c'est fait, c'est très subjectif, évidemment. Donc, tu vois, la question s'était posée, bon, à grande échelle à l'époque, encore avec lui, Drake, tu vois, sur la question du dancehall, tu vois, quand il faisait ses morceaux jamaïcains, etc., en prenant en plus des accents. Et en même temps, ça a donné une lumière énorme à ce moment-là, à ce genre-là, et plein de gens dans le monde entier ont commencé à s'engouffrer là-dedans. Donc je sais pas trop, tu vois. Moi, je suis un peu partagé, et je pense que je suis pas le plus légitime aussi pour donner, j'ai pas de directive à donner. Moi, en tant qu'auditeur, c'est un peu comme ça que je fonctionne, quoi. Quand j'ai l'impression que c'est fait avec respect, avec amour, ça me pose pas de problème. Mais
si quelqu'un vient me dire demain et me dit Mehdi, tu te trompes, Val n'a pas le droit de faire du bouillon, peut-être que cette personne-là est plus légitime que moi et je l'écouterai, tu vois. Mais moi, en tant qu'auditeur, tu vois, j'ai pas de... Même quand Jul, tu vois, il prend des sonorités rail, il s'inspire du rail, etc. dans sa musique, je vois pas ça comme un problème. Je vois ça, j'ai l'impression qu'il en a écouté, qu'il le fait avec respect, qu'il a écouté du rail et que du coup, quand il incorpore ça dans sa musique, ça me choque pas, tu vois. Mais c'est une question de perception et j'entends si quelqu'un peut être choqué par ça, bien sûr. Salut. Du coup, j'avais une question. Je sais que tu as une émission sur le cinéma qui arrive dans pas longtemps. Oui. Et tu es assez proche aussi des mecs de Tales from the Click. Tu as déjà eu des apparitions. Et ma question, c'est là, tu as dit précédemment que ta carrière, tu n'avais pas envie que ça tourne que autour du rap dans les 10 prochaines années. Du coup, est-ce que si tu arrêtes de parler de rap, tu vas parler de cinéma par exemple? Et est-ce que tu as peut-être du mal à envisager ce tournant dans ta carrière aussi? Question de, t'as été connu pour être le mec du rap, et est-ce que t'aurais du mal à justement faire ce virage? C'est la même question qui a été posée tout à l'heure, t'as pas suivi en fait. Ah ouais? Ouais, oui, bah c'est la même. Je l'ai un peu changé la tournure. Ouais, mais du coup, j'ai peut-être pas envie de saouler les gens de la même réponse, mais je vais parler de cinéma, mais pas que. En fait, j'ai envie de parler de ce qui m'intéresse, tu vois, donc même de musique au sens large. Je vais pas arrêter de parler de rap, et je pense que je vais parler aussi d'autres genres musicaux. Même des choses, s'il y a des personnes qui écoutent le Moscast, tu vois, genre là on a fait Karalouchani il y a pas longtemps, dans le prochain on a reçu Mickey, tu vois, j'ai aussi envie de... Parce que c'est des choses que j'écoute en tout cas qui m'intéressent et qui me permettent moi d'avoir d'autres discussions, donc c'est plus ça je pense la suite pour moi, tu vois. C'est pas arrêter le rap mais c'est en faire moins et faire d'autres choses, donc, et le cinéma en fera partie si tout va bien, oui. Voilà. Moi, j'ai plus une question au niveau communication et artistique. Est-ce que, selon toi, tu penses que les clips ont encore leur importance dans les projets des artistes? Parce qu'en soi, c'est un peu moins consommé maintenant. Et c'est quoi ton avis sur la question? En fait, ça m'emmerde un peu parce que moi, j'adore les clips à la base, mais j'en regarde plus. Tu vois. Genre, avant, vraiment, moi, j'en consommais beaucoup. C'est super important pour moi. Et je me rends compte que maintenant, tu vois, genre, quand un artiste annonçait une sortie d'un clip sur Insta, j'allais sur YouTube directement, soit je le regardais, soit je le mettais dans ma liste à regarder et tout. Et maintenant, en fait, je m'en moque, quoi. Il y a des artistes vraiment que j'adore. Je me rends compte que j'ai pas vu leur clip, tu vois. Même par exemple, quand Chacola sort BDLM volume 1, il avait tout clippé. Moi, je kiffe ce projet. Donc, à un moment, je me suis dit, vas-y, je vais regarder tous les clips. J'en ai pas regardé un seul, à part celui avec Hamza. Mais sinon, tu vois, genre, j'ai pas regardé. Donc moi je regarde moins et j'ai l'impression que c'est quand même un truc un peu génial, même quand tu regardes les chiffres de vues, t'as des top artistes qui font des 200 000 vues en une semaine, tu vois, ce qui est ridicule par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Donc j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui est moins important, mais aussi parce que, tu vois, il y a d'autres formats qui ont pris le dessus, et notamment les formats courts, les formats verticaux courts, quoi. Donc pour le pire et pour le meilleur, mais même, je pense que même c'est plus une question sur YouTube, tu vois, parce que les clips ils sont sur YouTube, tous les contenus sur YouTube, globalement, font moins de vues qu'avant. Ça veut pas dire qu'on regarde moins YouTube, je pense qu'il y a tout le monde aujourd'hui met YouTube, etc. Mais je pense que tu mets des formats longs, etc., que les formats un peu plus courts ont moins de buzz en vrai sur YouTube, tu vois. Mais tout, tu vois, moi je pense que même les chiffres d'interviews, ça fait moins de vues qu'avant. Les chiffres des gros YouTubeurs, ils font plus des 30 millions de vues, tu vois. Ils font 5 millions de vues, c'est énorme, tu vois. Donc tout a relativement baissé versus TikTok et Insta qui poussent des contenus courts. Donc ça veut pas dire qu'il faut plus faire de clips, mais je pense qu'il y a un moment où c'était obligatoire. Je pense que c'est plus le cas aujourd'hui. Et je pense franchement, je sais pas, dans mes derniers coups de cœur, moi rap, quel clip j'ai regardé? Je sais même pas, tu vois. Genre, je sais même pas si Infinite il a sorti des clips pour son projet, tu vois, sa mixtape. Je sais pas. En fait, je sais, mais je veux dire, je les ai pas regardés, tu vois. Donc, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup moins important, sauf quand tu as un projet particulier ou que tu mets un effort particulier dans le clip. Il y a encore des très beaux clips, mais ça me semble vraiment moins essentiel qu'à une époque. T'en regardes beaucoup d'eux ou pas? Pas forcément beaucoup, mais sur certains artistes que j'affectionne particulièrement, je pense que je me force un peu à regarder leurs projets pour un peu comprendre en fait l'objectif artistique du projet. Genre, je sais pas, celui de Luigi, je l'ai regardé. J'allais dire Luigi, voilà, mais parce qu'il a fait un clip, mais il est très beau le clip, mais tu vois, il y en a pas 10 000 comme ça, quoi. Tu vois. Je pense en fait c'est selon la qualité qui est mise dans le projet et dans le clip qui va me forcer à le regarder. Donc voilà. Ce sera la dernière question, apparemment. Bah d'accord. Voilà, Attends. Alors dans ce cas-là, est-ce que tu es prêt pour annoncer cette responsabilité-là? Est-ce que tu es sûr que c'est toi la dernière question ou pas?
Tu parlais de Val tout à l'heure. Ah non, mais attends, réponds-moi. Ah mais oui, je suis près de faux. T'es sûr, hein? Certain. Ok, vas-y. Ah oui, mais c'est la dernière question. Ouais, donc tu parlais de Val tout à l'heure. Et là, cette semaine, il sort une réédition de son album en full remix électro. Je voulais savoir ce que toi, tu pensais de cette connexion entre le rap et l'électro, parce qu'on en a déjà vu avec d'autres styles de musique, comme le rock. Je pense à Wax, il y a 2-3 ans, qui avait sorti un EP. Ouais, voilà. Je voulais savoir, qu'est-ce que toi, tu penses de cette connexion? C'est une bonne question, hein. Franchement, bravo. Mais moi, franchement, j'ai pas écouté pour le coup. Contrairement à Mania, que j'ai écouté. C'est pas vrai, en plus c'est même pas vrai. J'ai écouté des morceaux, mais pas tout. Donc j'ai pas écouté, mais je trouve ça cool. Moi j'avais kiffé, parce que c'est avec Vladimir Cauchemar, hein, c'est ça. Hein. J'avais kiffé Élévation, le morceau qui était sorti il y a quelques années, auquel je viens de repenser d'ailleurs, ça fait longtemps que je l'ai pas écouté, qui était très cool. Et ouais, j'aime bien. Et alors pour répondre à la question plus largement, je kiffe moi les liens entre rap et électro, qui en fait sont historiques. Parce que le rap des années 80, il est très électronique, tu vois. Le rap de Afrika Bambaataa, tu vois, pour revenir vraiment aux bases, c'est Planet Rock, c'est une prod électro, avec rock dans le titre d'ailleurs. Bon, c'est fou, mais tu vois, il y avait vraiment tout ça était déjà là. Donc je pense que c'est des genres qui sont très très proches. Déjà, comme on le disait, des genres qui sont faits avec des machines, tu vois, donc qui sont arrivés à peu près à la même époque, qui sont faits par des minorités aussi de la même manière. Donc c'est quand même quelque chose qui est très proche, qui s'est un peu regardé en chien de faïence un moment. Je pense que des gens se sont un peu distancés et qui maintenant se rapprochent à nouveau, quoi. Donc il y a trop de projets. Je parlais de Grums tout à l'heure qui m'a moi vraiment ouvert sur des artistes, tu vois, et des genres entiers. Mais j'adore quand c'est bien fait, quoi, tu vois. Quand t'as des producteurs électro qui viennent dans le rap ou des producteurs rap qui viennent dans la musique électronique, je suis très très client de ça. Donc tu vois, et on a un exemple avec tu vois, en France Mid, tu vois, qui vient de Club Cheval à l'époque et qui est devenu un producteur qui a fait Champs-Élysées d'SCH par exemple, tu vois, et qui maintenant est revenu assez, tu vois. Donc je trouve ça cool quand ça existe. Donc voilà. Et moi, c'est ma vision des choses, mais j'aime pas que le rap soit trop enclavé, tu vois. Donc je trouve ça cool parce qu'en fait dès le début c'était une musique qui est pour moi une musique de mélange, en fait, une musique de métissage, tu vois. C'est un truc où t'as un MC mais après tu peux mettre un peu ce que tu veux dedans. C'est comme ça que moi je vois le truc, c'est comme ça que je vois cette musique là. C'est une musique, tu vois, dans laquelle c'est une musique de sampling, en fait, donc de collage. Et donc quand c'est bien fait, je kiffe. Voilà. Vous inquiétez pas, Mehdi sera pas très loin, vous pourrez encore échanger. Ah. Oh, ça y est, je vais sur une péniche là. Mais vous pourrez échanger avec lui tout à l'heure aussi. Il y a aussi ton livre qui est disponible à l'entrée. Oui. Donc voilà, si vous voulez checker ou en prendre un, c'est possible. Et je voulais finir juste sur une petite note d'une de tes recommandations culturelles. Que ce soit artiste, enfin si tu as une petite reco comme ça qui te vient. Moi je suis un beauf, Mission Impossible. Très bien. Non, pas dire ça. Non, en ce moment, d'ailleurs j'ai regardé un épisode dans le train, je suis fanatique de la série The Studio, coécrite et co-réalisée par Seth Rogen, qui est extraordinaire. Et là, vous pouvez la commencer maintenant parce que le dernier épisode est sorti cette semaine. Et c'est une série sur un mec qui se retrouve à la tête d'un gros studio hollywoodien. Et c'est génial, avec des guests de fou, c'est trop drôle, c'est uniquement tourné en plan séquence, tu vois. Donc c'est très très beau, les costumes sont beaux, les décors sont beaux, voilà, et c'est génial, quoi. Donc The Studio, j'adore ça. Quelqu'un a déjà vu ou pas? Ok, voilà, on est 3. Okay. Mais du coup, je le rappelle, ton livre est disponible aux éditions La Fabrique, dans toutes les bonnes librairies et surtout les indépendants, j'y tiens. Et du coup, c'est la fin de ce talk. Donc, je vais remercier l'équipe d'Isulia qui organise ça pour la ville de Bordeaux. Je remercie Mehdi aussi d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir, merci à vous. Merci à vous d'être venu. Et merci à Urban Matter aussi, mon équipe qui m'a aidé à côté. Donc voilà, merci à vous.